Mesdames et messieurs les conseillers communautaires, mesdames et messieurs les vice-présidents, la séance du conseil communautaire est ouverte. Je désigne, si vous en êtes d'accord, Marine Michel comme secrétaire de séance et je vais lui demander de procéder à l'appel. Murgia Arnaud. Présent. Valdener Catherine. Pétieux Éric. Barnéou Claire. À donner pourvoir. Newsbaum Richard. À donner pouvoir à André Martin. Desmoulins Émilie. Christian Julien. Astier Commercé Annie. Caponi Jean-Marc. Fort Elisa. Martin André. Skripnikov Michel. A donné pouvoir à Christian Julien. Michel Patrick. Dazin Florian. A donné pouvoir à Thomas Schwartz. Xosa François Maryse. Schwartz Thomas. Léon Gabriel. Dardenne Francine. Viujas Jean-Franck. Pic Jean-Pierre Excusé a donné pouvoir à Philippe Sionnet. Jean-Marie Ré. Présent. Payan Muriel. Hermite Guy. Présent. Chrétien Claudine. Présent. Leroy Pierre Excusé a donné pouvoir à Olivier Ré. Bonjour. Je précise que ce sont les nouveautés et les merveilles de la loi engagement et proximité qui permettent donc aux conseillers municipaux de remplacer les conseillers communautaires excusés. Bienvenue à vous, messieurs. Faubert Vincent. Chanfray Corinne. Présent. Galliano Nicolas. Présent. Blanchard Catherine. Présent. Michel Marine présente. Émeric Salle. Présent. Gilles Perly. Présent. Aymar Thierry. Procuration. J'ai ça. Ok. Fonce Olivier. Oui. Sébastien Fine. Présent. Masson Jean-Pierre. Présent. Et Arnaud Patricia. Merci, le quorum est atteint et la séance est ouverte. Mesdames et messieurs les vice-présidents, mesdames et messieurs les conseillers délégués, mesdames et messieurs les conseillers communautaires et donc maires adjoints et conseillers municipaux qu'on accueille avec un immense plaisir. Nous sommes amenés à examiner ce soir deux délibérations importantes pour notre territoire. La première, mon cher Guy Hermite, concerne la commune de... Je l'ai déjà nommé, Madame la Directrice. La première concerne la commune de Montgenèvre et tout particulièrement les Alberts qui ont été touchés dans la nuit du 1er août par des inondations terribles. Je veux redire à cette occasion mon respect à tous les personnels engagés durant cette nuit car ils ont permis ni plus ni moins que de faire en sorte qu'il n'y ait ce soir-là pas de victimes. La mobilisation entre 2h et 6h du matin de l'entreprise Ferrier en pleine tempête aux côtés du conseiller municipal et colonel Roger Rouault permettant de construire Merlon et autres remparts de fortune en pleine nuit, ont sauvé une situation vouée à devenir un drame. Qu'ils en soient, en notre nom, je le crois à tous, si vous me le permettez, salués et remerciés. Dès l'aube, ce sont les services de Montgenèvre, de la communauté de communes du Briançonnais, des pompiers, du département, mais aussi de la ville de Briançon qui sont intervenus pour parer à l'urgence. Je veux à toutes et à tous leur dire aussi merci. Bien entendu, les dégâts sont énormes. À ce jour, ce sont déjà pas moins de 500 000 € qui sont identifiés pour remettre le hameau, la Durance, les torrents en état. Je vous proposerai donc aujourd'hui que nous soyons au rendez-vous de la solidarité, puisque ce sont 90 000 € qui seront engagés sur nos compétences obligatoires, liées, chère Corinne, à la GEMAPI, mais aussi sur les coûts afférents pour la commune, qui ne pourra, et nous le savons tous, supporter tout cela seule. Aux côtés de Guy Hermite, j'ai saisi le département, la région sur les fonds d'urgence liés aux risques naturels et nous espérons tous, aux côtés de toi, monsieur le maire, obtenir la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle lors d'un des tout premiers conseils des ministres de la rentrée. Être aux côtés d'une commune touchée par des événements naturels n'est pas seulement une responsabilité, c'est un devoir et je sais que je pourrai compter sur vous pour l'honorer. Le second sujet d'importance est bien entendu celui de l'assainissement collectif.
l'exécutif vous proposera une délibération qui vise à retirer définitivement la décision prise par la collectivité de rompre la délégation de service public avec Cerc Suez. En réalité, nous ne faisons pas nous-mêmes le choix de revenir à des liens contractuels avec la Cerc, puisque la justice l'a elle-même fait à notre place, considérons la délibération du 28 juin 2019 comme illégale et non fondée sur un motif d'intérêt général. Avec cette décision, la justice nous oblige donc à retrouver des liens contractuels avec notre délégataire, et la délibération que je vous propose nous permet donc de sécuriser juridiquement les négociations que nous allons entamer. Très concrètement, nous ne souhaitons pas que les négociations puissent être interrompues par un jugement au fond ou par l'appel interjeté au Conseil d'État. Cela n'obérerait en rien, d'ailleurs, notre capacité à rompre à nouveau la délégation de service public si nous le souhaitions. Mais là aussi, je le dis et je l'assume, la décision prise en juin dernier était une folie financière. Les 13,4 millions d'euros inscrits dans la délibération pour rompre la DSP ne concernait en fait que le rachat des investissements à leur valeur nette comptable. La partie indemnité, elle, peut se chiffrer selon l'interprétation d'un juge entre 0 et 21,3 millions d'euros. Une dépense indemnitaire ne peut, au titre de la loi, ni être donnée à l'exploitant suivant et doit être obligatoirement financée par le budget de la CCB. Et détail qui n'en est pas un, obligatoirement sur sa section de fonctionnement, c'est-à-dire qu'il serait même impossible de mettre de l'emprunt en face de cette dépense. Pour vous donner une idée, notre budget de fonctionnement annuel est de 26 millions d'euros, ce qui veut dire très clairement que 20 millions d'euros de dépenses indemnitaires à payer auraient placé notre collectivité en situation de faillite immédiate. Ce risque, il était donc soumis à l'appréciation d'un juge, et peut-être avec le confort intellectuel lié à la lenteur de la justice, consistant peut-être pour mon prédécesseur à penser que nulle décision n'aurait été prise d'ici au moins 10 ans. Eh bien, permettez-moi de vous dire que les Briançonnais ont déjà connu la SOR et qu'avec moi, avec nous, ils ne connaîtront pas la Cerc. J'aurai avec vous, et sous le couvert de notre premier vice-président, et c'est un engagement que je prends très clair, une transparence totale sur les négociations que nous mènerons. Je veux rappeler toutefois un aspect factuel. Ces négociations avec la Cerc, mon cher Guy, elles ont déjà réussi sous ton autorité en 2016, et ce, sans augmentation des tarifs pour l'usager. Il s'avère juste que l'aboutissement de cette négociation n'a pas été appliqué. Alors oui, je sais que tout le monde a des craintes sur le coût de l'assainissement, sur sa gestion, et je préserverai avant tout les intérêts de nos administrés et des usagers. Mais je veux vous dire avec force que tout, absolument tout, est aujourd'hui mieux que le risque de devoir indemniser entre 13 et 35 millions d'euros la Cerc en rompant le contrat. Cette décision n'était pas une bonne décision, je le pense, je l'assume, et en délibérant aujourd'hui en ce sens, nous protégeons les intérêts de notre collectivité d'un risque inouï et majeur. Et tout cela parce que notre territoire l'a connu dans les années 90, je ne souhaite pas en être le dépositaire et je ne le serai pas. Mesdames et messieurs, la séance est ouverte, je vous en remercie, et la séance appelle, avant de démarrer sur ces deux délibérations de fond, l'approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 24 juillet 2020. Y a-t-il à ce sujet des remarques ou des observations? Il n'y en a pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Il convient ensuite d'adopter les comptes rendus. Le premier concerne les comptes rendus des décisions du président prises au titre des délégations consenties par le Conseil, conformément aux dispositions des articles 22, 2 et 10 du CGCT. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Je les mets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. La deuxième, de la même manière, un compte-rendu des décisions du bureau et non pas du président, de la même manière au titre des délégations que vous nous avez consenties. S'il n'y a pas de questions, je le mets aux voix. Si. Je vous en prie, Monsieur Finn. Monsieur le Président, bonjour à toutes et à tous. Donc pas de décision prise pour les délégations au niveau du bureau. Est-ce que des bureaux des vice-présidents se sont tenus depuis le mois de juillet?
Et si oui, est-ce que nous pourrions avoir les relevés de décision et ce qu'il s'est passé dans ces bureaux, s'il vous plaît? Alors, il s'est tenu 2 bureaux en l'occurrence, et il n'y a pas eu, sauf erreur de ma part, de décision, mais plutôt en l'occurrence des débats sur la préparation de l'agenda qui était le nôtre, et en l'occurrence de la conférence des maires à laquelle vous êtes toutes et tous conviés le 4 septembre prochain. Donc très clairement, le bureau ne s'est pas positionné sur les 2 délibérations qui vont arriver. Si, bien sûr, on a discuté, c'est évident, puisqu'on vous dit que c'est une décision et une proposition de l'exécutif. Mais quand je vous parle de décision, c'est au sens administratif du terme. Celles qui ont été prises, vous les avez. S'il n'y a pas d'autres questions, je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Et il me reste enfin le compte-rendu des arrêtés du président. Y a-t-il des questions sur les arrêtés? Il n'y en a pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie et j'appelle l'ordre du jour. Et donc, la première délibération que je vais rapporter et dont j'ai déjà parlé, mon cher Guy, et je pense que je te laisserai la parole, mais vous l'avez compris, une situation extrêmement complexe à Montgenèvre, hein, que vous connaissez, avec, pour vous donner un exemple de la hauteur des choses, si ce n'est que l'enrobé qui est à refaire, puisque vous avez pu peut-être le constater si vous êtes allé aux Alberts, les routes, en fait, enfin, ce qui ressemble aujourd'hui à des torrents étaient des routes la veille au soir, et il y a à peu près au moins 300 000 euros de travaux, si ce n'est que pour les routes et l'enrobé. Je passe la remise en état. Et concernant la communauté de communes, je parle sous l'autorité de Corinne Chanfray, à peu près 70 000 euros de travaux concernant le curage et la remise en état du torrent et de la Durance. Et derrière, cette délibération nous permet de fixer un plafond supplémentaire qui apporte 25 000 euros, 70 000 déjà engagés, permettant à la commune de faire face et de payer les entreprises concernées sans aucun problème dans l'instant. On a fixé cette délibération sous l'idée d'un plafond, tout simplement en se disant que nous sollicitions et que le maire de Montgenèvre sollicitait les fonds de secours risques naturels du département de la région, était en pleine discussion naturellement sur les aspects assurantiels que vous imaginez bien, en attente de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Et au moins ça nous permettait de se créer un peu de souplesse et de liberté pour venir en solidarité aider la commune. Voilà, je ne serai pas plus long et je vais te laisser, si tu veux bien, la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers communautaires, chers collègues, au nom de la collectivité de Montgenèvre, je tiens aujourd'hui à vous faire part de mon extrême reconnaissance et gratitude pour ce geste républicain qui nous permet, avec d'autres marques de soutien que nous avons reçues, d'envisager l'avenir avec davantage de sérénité. En ces lieux, personne ne s'étonne si je vous confirme que cette attention vient soutenir les finances de la commune. Je peux parler des stations plus généralement, à un moment où elles sont particulièrement sensibles, à l'issue de la pandémie de la Covid-19, qui ne nous a pas ménagé en termes budgétaires, d'autant que notre domaine skiable a fermé le 14 mars 2020 au lieu du 25 avril. Au cours de la nuit du 1er au 2 août, j'ai été touché, meurtri par la détresse de notre population et la quantité de travail accompli et à accomplir dans un délai dont on ne savait pas à ce moment-là ce qu'il serait. À ce stade, et c'est au milieu de la nuit, j'ai pris contact avec l'ensemble des autorités de l'État, du département, de la communauté de communes et de la commune, sans oublier le SDIS, les gendarmes, mais aussi plusieurs entreprises de la commune, de telle sorte que nous puissions recueillir les coopérations qu'il convenait. D'autant que l'eau, la boue et la roche déferlée de la montagne depuis le mont Janus, dont le sommet à titre indicatif est de 2560 mètres d'altitude, je ne sais pas si vous voyez le dénivelé et la vitesse d'arrivée, au cœur du village des Alberts. La nuit, ça fait un peu froid dans le dos. Et de toute façon, il ne faisait pas chaud. À ce stade, mes équipiers, moi-même, tu as souligné les responsabilités de ceux qui m'entouraient sur place, ont été réconfortés par une mobilisation immédiate de plusieurs entités territoriales, se déployant au service des habitants qui se donnaient la main de manière exemplaire. Pour ce qui me concerne, je n'oublierai pas le formidable élan de solidarité dont nous avons bénéficié, et je veux souligner devant vous l'aptitude des autorités républicaines à s'unir et à s'épauler les unes les autres.
pour répondre à tous les accidents et les catastrophes naturelles qui peuvent marquer la vie publique de notre territoire. Vous voudrez bien, en vous associant à mon propos, signaler tout particulièrement le dévouement de Madame Hélène Lestarki, sous-préfète de Briançon, dont chacun le sait, que le matin à la première heure, elle était sur place, M. Gilles Astier et les hommes du service du RTM, les vice-présidents et conseillers départementaux, la personne de M. Martial Canal, de M. Gérard Franck et de M. Arnaud Murgia, notre président, que je salue à titre de conseiller départemental président de la CCB et de maire de Briançon. Arnaud, merci. Le commandant du SDIS, Pierre Collier et ses hommes, le capitaine de gendarmerie Forest et les siens, les entreprises intervenantes, notamment Ferrier et Blanchard, tu l'as dit tout à l'heure, si nous ne les avions pas eus, je pense que les dégâts auraient été tout autres, que ce soit au niveau des humains, que ce soit au niveau du matériel. Sans oublier les services de la CCB, je tiens à le dire devant vous, de la commune de Briançon. C'est la première fois, et ça je ne le lis pas, je veux le dire en le ressentant, que on ressent ce que j'ai toujours eu, la conviction et le devoir d'avoir à répondre. C'est-à-dire la caractéristique de la ville-centre, d'être le cœur, le poumon, certes, mais de considérer les communes environnantes comme les bras et les jambes, et forcément donner plus de dynamisme à notre vie publique. Pour terminer, j'ai une pensée particulière à l'égard de tous ceux d'entre nous qui ont été touchés par cette crue torrentielle majeure, et je vous salue avec reconnaissance, affection et respect. Et je conclurai, si vous me le permettez, ces propos en disant que les étés se suivent, se ressemblent aux Alberts, dans la Clarée, et je crois que tout cela donne encore plus de consistance et d'importance aux travaux que nous menons déjà et que nous devons amplifier, que ce soit sur le système de prévention des risques dont nous parlerons dans les prochaines semaines, et sur naturellement les positions que nous serons amenés à prendre et les investissements sur la compétence GEMAPI, parce qu'on ne peut pas laisser cette situation de cette manière-là, et il nous faut protéger nos administrés. Voilà. C'est des prises de parole, je vous les laisse bien volontiers. Alors, si cette délibération est effectivement prise, je veux vraiment la saluer. Et je suis effectivement heureuse de voir et d'entendre que nous pouvons compter sur la solidarité de la communauté de communes lors de tels événements. Ce soutien sera effectivement le bienvenu vu la récurrence des phénomènes climatiques à laquelle nos communes sont et seront de plus en plus confrontées à l'avenir. Je vous remercie et je voudrais vous redire ici, l'enceinte du Conseil, les deux engagements, je crois que nous devons prendre collectivement, en tout cas que je prends en tant que président. Le premier est tout autre, mais on en a déjà parlé à l'occasion des navettes. On a ce beau et magnifique sujet de la préservation du patrimoine naturel dans l'ensemble de la vallée, et donc de la gestion des flux de circulation, et donc de la question des parkings relais, et donc de la question des navettes. Il faudra qu'on ouvre ce grand dossier, il faudra qu'on l'ouvre ensemble et qu'on prenne des décisions. Et je crois que c'est un dossier qu'on pourra évoquer notamment lors de la conférence des maires, puisque le sujet mobilité au titre de la loi LOM y sera évoqué, même s'il y a beaucoup d'autres aspects. Mais je crois que ça, c'est un beau sujet pour le mandat, parce que nous avons là l'espace le plus préservé, quasiment presque de tout le département, et il faut savoir s'en rendre compte. Je recite, si vous me le permettez, cette belle phrase que je trouve très amusante, et excusez-moi pour la digression, du plus jeune des fils Ravanel, l'illustre famille de Guy de Chamonix-Arc, qui répondait à un journaliste: à quoi voudriez-vous que ressemble la vallée de Chamonix dans 50 ans? Il répondait: à la Clarée dans les Hautes-Alpes. Et je crois qu'il faut le garder en tête, parce que parfois on oublie de prendre un peu de recul et de s'apercevoir que nous aussi on a des atouts et qu'on est enviés. Soyons un peu optimistes. La deuxième, c'est naturellement de nous dire que, eu égard aux étés qu'on a vécus l'année dernière, de ce que nous vivons à nouveau aujourd'hui, on ne pourra pas ne pas faire tout cela, parce qu'on a une situation, une zone qui est exposée, et je crois que personne ici ne souhaite que ces drames se reproduisent, et on ne pourra pas les empêcher, ce sont des risques naturels, mais en tout cas qu'ils se reproduisent avec des conséquences humaines sur les habitations et sur des vies humaines. Donc je crois qu'il faudra que cette préoccupation soit au cœur de nos travaux, en tout cas j'y prendrai garde. S'il n'y a pas d'autres prises de parole, si. Olivier. Il a été dit, effectivement, imaginez que dans le cadre d'un pacte financier, la communauté de communes aurait pour mission de participer et à la sécurité des communes et à leur développement. Donc je pense que c'est un premier pas dans ce sens-là.
et qu'il faudra peut-être, bien sûr, véritablement l'imaginer au profit d'un certain nombre d'économies que la communauté de communes pourrait réaliser. Je partage ces propos. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Je vous remercie. Je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Elle est votée à l'unanimité et je crois que c'est un très bel exemple de solidarité envers la commune de Montgenèvre. Et avec un brin de sourire, j'espère que nous n'aurons pas à voter ce genre de délibération et que ce sera le plus tard possible. Voilà. Je vous remercie. J'ouvre donc le... Pardon, j'ai perdu l'ordre du jour, mais fort logiquement, c'est la délibération sur l'assainissement qui vient juste après. Tout à fait. Donc, je vais, si vous me le permettez, vous redire un mot de la délibération que nous vous proposons concernant l'assainissement. Bon, donc, je ne vais pas être bien plus long que ce que j'ai dit, mais je vais essayer de préciser un peu mes propos. Première chose, qu'on soit bien d'accord, cette délibération ne retire pas l'ensemble des recours contentieux en cours sur le fond du dossier, c'est-à-dire sur le calcul de la volumétrie de l'assainissement et sur donc le fond du dossier qui occupe les relations de la Cercle Suez avec la communauté de communes depuis plusieurs années maintenant. Bon. Cette délibération, elle nous permet juste une chose, c'est de stabiliser l'état du droit. C'est-à-dire qu'à ce stade, vous le savez, la DSP a été rompue en juin 2019, et en l'occurrence, cette délibération a été cassée par la justice et par un jugement en référé. Donc, nous avons été obligés par la justice de retrouver des relations contractuelles avec la Cercle Suez. Plutôt que en l'occurrence, continuer dans la voie consistant à vouloir à tout prix se séparer de la Cercle Suez, nous pensons qu'il est sain de revenir à une stratégie de discussion sur la base de, je dirais, la stratégie de l'avenant qui avait été discutée et négociée par Guy Hermite, alors président par intérim de notre collectivité, consistant à penser tout simplement, et c'est une analyse que je fais qui a d'abord un critère financier, qu'il reste 12 ans de contrat et que le prix à payer pour sortir de cette DSP pourrait placer la communauté de communes dans une situation de désastre financier total et absolu, quoi. Ça, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il faut bien quand même avoir en tête, en tout cas chacun se fera son analyse, vous l'a déjà faite, mais je vous propose la mienne. Aujourd'hui, les 13,4 millions, ça ne concerne que la reprise des investissements qui ont été faits, hein, en l'occurrence des travaux qui ont été faits. Et dans la DSP qui a été rompue, on estime les indemnités de sortie à 0. Alors que le contrat les prévoit jusqu'à plus de 20 millions d'euros. Donc on peut penser que le temps qu'on aille en justice, qu'on aille en appel, qu'on aille au Conseil d'État, etc., ça prendra 10 ans. Mais enfin, je vous rassure, dans ce type de scénario, à la fin, on paye. Donc moi, j'ai pas de souci philosophique ni intellectuel sur la gestion publique ou privée. Si on était à 2 ou 3 ans de la fin de la délégation de service public, je serais tout à fait prêt à avoir une discussion de fond sur le mode de gestion. Si ce n'est qu'aujourd'hui, il y a quand même 3 sujets qu'il faut avoir en tête. Le premier, c'est que passer en gestion publique à la place de gestion privée, déjà, ça ne règle pas la question de fond, c'est-à-dire, je le rappelle pour tout un chacun, que le contrat a été signé sur la base d'une consommation de 100 mètres cubes par foyer, il n'y avait pas de compteur. Et quand les compteurs, par force de loi, ont été installés dans les communes, on s'est aperçu que dans les communes, il y a beaucoup de résidences secondaires, où il y a des gens qui viennent 2 semaines par an, on était plutôt à 20-25. Donc, en gros, la Cercle dit, moi, vous me devez 100 mètres cubes et vous m'en filez que 25. Excusez-moi, je parle un peu vulgairement, pardon. Donc, quid du différentiel? Sauf que vous pouvez gérer de manière privée, publique. Les gens ne vont pas consommer plus à Saint-Chaffré ou à Monétier. Donc le problème de fond, de toute façon, il faut le traiter quoi qu'il en soit. C'est-à-dire qu'il y a un moment le calcul d'une volumétrie et l'économie générale d'un contrat. Bon. Deuxième sujet, il y a des investissements, à peu près 10 millions d'euros sur le mandat à venir. L'élargissement de la station d'épuration de Briançon, qui est, vous le savez, à son niveau maximal, il y en a pour à peu près 7 millions d'euros de travaux, plus 3 millions d'euros sur Terre Rouge, le Lozé, les hameaux de la Grave, etc. etc. Donc, si vous voulez, la question au fond, c'est que je considère qu'on se retrouve dans cette situation où, on ne règle pas à ce stade la question de l'économie globale du projet, 2, le contribuable, il paye l'indemnité de sortie, et 3, il paye aussi les investissements. Donc, pour moi, c'est perdant, perdant, perdant. Voilà. Donc, cette délibération a la vocation non pas à régler le problème, parce qu'il va falloir qu'on entame une table ronde de négociation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette négociation,
et c'est pour ça que je prends cette décision, il me semble, et Guy, je te laisserai en parler, elle a été possible et elle a réussi avec des résultats que je considère comme plutôt satisfaisants si on regarde l'état du droit et de l'économie à l'époque. Et l'objectif est ni plus ni moins que de trouver une solution pour régler cette question contentieuse et sortir enfin de cette situation, et surtout ne pas impacter le contribuable. Mais en tout cas, je le dis et je le redis, aujourd'hui, le risque financier que faisait peser la rupture de la DSP est, à mon sens et de mon analyse, un risque complètement fou. Voilà, je n'ai pas d'autres termes, c'est pas dirigé, c'est pas ad hominem, c'est pas dirigé vers qui que ce soit. Aujourd'hui, cette délibération, elle vise à sortir de cela, à protéger, à enlever cette épée de Damoclès de 30 millions d'euros au-dessus de la tête de la collectivité, et à nous permettre, si vous autorisez le premier vice-président et moi-même, à engager des négociations sur la base de l'avenant numéro 2, de son actualisation, des conditions nouvelles, des situations nouvelles, pour discuter à la fois de la possible ou pas résolution amiable, en tout cas par voie de négociation, du contrat en cours dont il nous reste 12 ans à exécuter, et pour discuter de la politique d'investissement que peut ou ne peut pas mener le groupement d'élégants. Voilà. Donc, on réussira ou on ne réussira pas les négociations, on sera amené derrière à prendre les décisions et à vous les proposer, et à en tirer toutes les conséquences. En tout cas, l'objet de cette délibération est uniquement de rendre les recours sur la délibération qui cassent la DSP sans objet, puisqu'en fait on retire la délibération de juin 2019, donc très simplement les recours d'un côté et de l'autre de la CCB ou de la CERC, etc., n'ont plus d'objet, ce qui permet de ne pas se retrouver en plein milieu de négociations avec une délibération, avec une DSP qui serait à nouveau cassée. Parce que là, pour le coup, si la DSP est à nouveau cassée, bah, par la force des choses, on ne peut plus négocier, puisqu'on n'a plus de délégataire. Je le redis, ça ne nous empêche pas, enfin, vous le savez, je pense que j'ai été très clair pendant les 12 derniers mois, et notamment vis-à-vis, d'ailleurs, je le dis, du suffrage universel et des électeurs, j'ai été absolument clair, donc personne n'est pris par surprise, je l'ai dit, je considère que casser un contrat dont il reste 12 ans, ce n'est pas une bonne chose, et que le risque financier, voilà, donc de toute façon, vous le savez, c'est pas mon choix, et il est partagé par l'exécutif. Maintenant, si on était amené à se rendre compte que les négociations ne peuvent pas aboutir, etc., on en ferait part, et on en tirerait les conséquences, mais à ce stade, cette délibération a vocation à nous permettre la possibilité de négocier et de revenir devant vous. Mon cher Guy, si tu le souhaites, je te laisse compléter. Je vais parvenir sur le contexte spécifique que tu viens d'évoquer, parce que tu maîtrises parfaitement ce qui est la situation d'aujourd'hui, et ta conclusion en témoigne, dès lors que tu as évoqué ce qui avait été, au niveau du débat électoral, des perspectives d'anticipation. Néanmoins, la situation budgétaire de la CCB et le contexte économique national nécessitent aujourd'hui, et tu l'as souligné, 34 millions, ça n'est pas rien, d'anticiper toute réorganisation des services publics, c'est bien de ça qu'on parle, d'impacter substantiellement les capacités de financement et le bon fonctionnement de la collectivité. Concernant plus spécifiquement le service assainissement, tout indique aujourd'hui qu'un accord avec le délégataire, s'il est juste à tous égards, à l'égard des assujettis, à l'égard de la collectivité, à l'égard du partenariat qui est le nôtre, parce qu'après tout, le partenariat, c'est un partenariat, c'est pour être respecté dans ces conditions-là. S'il est juste, constitue une issue préférable au regard des capacités d'emprunt de la collectivité et de toute issue juridique éventuelle pouvant donner lieu à une rupture de contrat anticipé ou à une condamnation sur laquelle on ne peut pas, nous d'ailleurs, anticiper, on ne sait pas ce qu'il en sera, de l'une des deux parties à dédommager l'autre, rachat, immobilisation, autre dédommagement. Je ne peux pas être suspecté d'autre chose qu'un positionnement qui a été à la fois respectueux et qui n'a pas changé depuis ces années. Alors quand on parle d'avenant, il faut simplement considérer que c'était une perspective. Ça a été un projet. Il rappelait, et nous en sommes tous bien conscients, que si l'exploitation au risque et péril du délégataire constitue un principe axiomatique des DSP, elle est néanmoins bordée par un cadre réglementaire et contractuel. Les évolutions de conditions et résultats d'exploitation, installation de compteurs, départ de population, diminution de recettes qui ont provoqué la révision au cours de négociations sont prévues contractuellement, c'est ce qu'on va faire. En tout cas, les discussions d'aujourd'hui portent sur les marges à définir à l'intérieur desquelles il est possible de modifier l'équilibre du contrat et de ce qui a été le texte initial. À l'époque,
ce document rapporte les 14 items sur lesquels la communauté de communes et la CERC, ou la CERC et la commune s'étaient mis d'accord. Et il était question, je m'en souviens, puisque si vous m'y autorisez, il a été question des frais de siège dans un débat que nous avons eu. Et à l'époque, le point 3 portait soustraire les 140 KF de frais de siège annuels comme concédés par la CERC sur la totalité du contrat, année passée et vente, étaient à l'époque réduites à néant. C'est simplement pour vous dire l'esprit. Au bout du compte, la lettre, et je veux reprendre ce que tu as évoqué, rien ne sera fait sans que vous soyez, et notre population, comme à l'époque d'ailleurs, authentiquement mis au courant, consultés, et comme de toute façon tout se décide ici, il n'y a qu'un effort commun, une relation qui est une relation de partenariat. Et Madame le maire de Névache, vous avez bien voulu tout à l'heure rappeler ce principe sur lequel nous sommes tous d'accord, vraiment, et il s'applique aussi à ce point de l'ordre du jour, dès lors que la solidarité, le partage entre nous, au seul profit d'une population dont vous savez qu'elle est, et malheureusement parfois, soumise à des aléas climatiques qui rendent notre vie publique parfois à gérer dans des conditions difficiles, tous ensemble pour aboutir aux objectifs que l'on s'est fixés et qu'ils nous ont fixés, je parle de vos citoyens, servir, servir, servir. Voilà ce que je voulais vous dire très simplement. Merci. Monsieur le Premier vice-président, y a-t-il des prises de parole? Oui, Madame Xhosa. Oui, donc je pense que c'est un dossier effectivement qui est extrêmement important. Permettez-moi d'être un petit peu, voilà, c'est d'être un peu surprise par la manipulation des millions, que ce soit par l'ancienne majorité, par celle-là. On parle de 40 millions, c'est 2 000 euros par personne, et je pense que c'est un montant important. Vous l'avez souligné, et ça vaut la peine d'y passer un peu de temps, pas dans la longueur, mais dans la profondeur. Et donc les éléments que vous nous proposez dans le texte sont un petit peu, me paraissent un peu courts pour être capable de décider. Et il me semble qu'on devrait avoir 3 types d'éléments complémentaires. Le premier élément que vous avez sans doute, le premier élément, c'est en ce qui concerne la négociation. Quelles sont nos armes? On a 3 possibilités aujourd'hui. Il y a le procès, il n'y a pas le procès, on gagne et on perd. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Qui fait les investissements dans les 3 cas de figure? Quelle est la probabilité qu'on peut avoir dans ces cas-là? Et je pense que le problème sur le fond n'est pas... Et là-dessus, on devrait quand même avoir une idée un petit peu... Enfin, un tableau un peu synthétique pour arriver au moins à comprendre quels sont les enjeux et quelles sont les hypothèses par rapport à ça. Ensuite, sur le fond, vous avez dit qu'il y avait 14 items. Ce serait bien qu'on puisse avoir quelques éléments là-dessus pour être capable d'avoir une opinion, puisqu'il me paraît difficile d'avoir une opinion juste sur ces éléments-là. En ce qui concerne les comptes de la CERC, vous avez évoqué les frais de siège. Comment sont les investissements sont des choses importantes, les charges. Est-ce qu'on peut comparer ça à d'autres sociétés, parce qu'il y a 30% des communes qui ont aussi des sous-traitances. Est-ce qu'on peut comparer ça à ce qui se passe dans d'autres communes? On n'est pas la seule commune à avoir des touristes. Et le dernier point là-dessus aussi, c'est que aujourd'hui, quand on regarde le coût de l'assainissement par rapport à l'ensemble du bassin Rhône-Méditerranée, on est 40% au-dessus de la moyenne. Donc, comment on comprend ces éléments-là? D'un côté, on nous dit on a facturé 100 mètres cubes et on n'en consomme que 46, mais par ailleurs, on est sous-dimensionné. Donc, il y a quand même un certain nombre de choses qui devraient être clarifiées. Je suppose que vous avez des éléments là-dessus. Et je pense qu'il faut Plusieurs éléments, si vous me le permettez. Le premier, juste pour information de l'ensemble du conseil municipal, c'est que nous avons réuni... pardon, excusez-moi.
Nous avons réuni hier la commission spéciale relative à l'assainissement et que nous la réunirons régulièrement sur ce dossier pour que justement les conseillers communautaires, puisque tout le monde y est représenté, en tout cas chaque groupe et tout le monde, puissent naturellement avoir l'ensemble des détails afférents à l'ensemble des questions du dossier. C'est la première question, la première réponse que je vous fais. On n'est pas représenté, c'est pour ça que je me permets. Vous n'êtes pas représenté en commission de délégation d'assainissement ? Non, non. Bon, je revérifierai la. Je vous avais demandé. Je vérifierai la composition pour que on puisse avoir un travail constructif et collectif. Quoi qu'il en soit, j'ai envie de vous répondre en vous disant, on peut pas, faisons attention juste à ne pas mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire que c'est difficile pour moi de m'exprimer sur une négociation qui n'a pas commencé. C'est compliqué. Aujourd'hui, le constat que je fais, c'est que concrètement, moi, j'ai pas décidé ni du prix de l'assainissement, j'ai pas décidé de la situation actuelle. En l'occurrence, le contrat il a été signé en 2006 et les procédures contentieuses ont démarré il y a déjà plusieurs années. Et donc tout ça regroupe quasiment 3 majorités. Donc moi, j'essaie de prendre une décision à l'instant T, c'est-à-dire que j'ai un contrat auquel il reste 12 ans, qui a été cassé en juin par une délibération qui s'est elle-même avérée être illégale. Et donc avec une décision de justice qui nous remet en délégation avec le délégataire. Il y a des contentieux en cours, et en l'occurrence un certain nombre, qui d'un côté et de l'autre. Et donc je prends cette situation à l'instant T. L'analyse que j'en fais, et je viens de vous la livrer, c'est qu'aujourd'hui, comme le dit souvent Guy Hermite, mieux vaut une bonne négociation qu'un mauvais procès. C'est-à-dire que je suis intimement convaincu que le risque financier que nous prenons, et j'ai aucun problème à ce que nous rediscutions de la question, en l'occurrence du risque et de ces 35 millions d'euros, ça a déjà fait l'objet de nombreux débats sous la précédente mandature, mais on peut les réavoir sans aucun problème. Je considère qu'aujourd'hui le risque est trop élevé et que oui, certes, tout n'est pas parfait, mais en tout cas, il vaut mieux s'engager dans une négociation consistant à essayer de solder les contentieux en cours sur la volumétrie pour revenir à une situation saine et normale et se poser en fin de délégation de service public, en l'occurrence dans une dizaine d'années, les questions sur le prix, sur le sérieux. On peut les avoir. On peut même les avoir pendant les négociations. Il y a des questions de service qui ne conviennent pas, il y a des questions de charges de personnel qui ont probablement été surestimées par le passé dans les discussions par l'entreprise. Toutes ces questions-là, on peut les avoir dans la discussion. Moi, je dis aujourd'hui, il y a 2 options. Soit on s'engage dans une démarche qui, de mon avis et de mon analyse, coûtera entre 20 et 30 millions d'euros dans les 10 prochaines années à la communauté de communes, qui en plus ne pourront même pas être compensées. Enfin, en plus, c'est des dépenses de fonctionnement. C'est-à-dire que le jour où on est condamné à ça, on se retrouve dans la situation de la SOR en 4 fois pire. C'est-à-dire, concrètement, la faillite de la CCB. Ni plus, ni moins. Je ne vois pas comment un budget de fonctionnement de 26 millions d'euros peut assumer 20 millions d'euros à payer. C'est impossible. C'est pas lissable et on ne peut pas y mettre de l'emprunt en face. Bon. Et imaginons que ce soit même 10, c'est juste la moitié de la totalité de notre budget de fonctionnement à l'année. Bon, face à cette situation, je me dis qu'il vaut mieux négocier. Alors, sur le fond, sur l'aspect négociation, je suis d'accord avec vous, il vaut toujours beaucoup mieux négocier qu'avoir un procès, ça c'est absolument clair. La situation d'aujourd'hui, la seule question que je me pose par rapport à la situation d'aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même un gros engagement qui a été fait. Moi, je ne connais pas le dossier, donc je n'ai pas d'avis là-dessus. Mais on a quand même, vis-à-vis de la CERC, cette épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Est-ce qu'il n'est pas, plus favorable à une négociation d'avoir encore cette menace de procès plutôt mais on les a. l'avoir. Mais on les a, parce que tous les contentieux sur le fond restent en vigueur. Là, en l'occurrence, c'est juste la délibération qui casse. Parce que sinon, ça veut dire que si on est en situation de rupture, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de DSP, il n'y a plus rien à négocier, puisqu'il n'y a plus de DSP. Donc dans ces cas-là, on paye, point barre. Oui, mais on saura à quel moment est le procès. Oui, mais enfin, c'est de la philosophie, c'est pas ce que je souhaite faire, mais dans tous les cas, tous les contentieux, ils restent en cours. Et si jamais dans 6 mois, on n'est pas arrivé à négocier, rien ne nous empêche de réunir le conseil communautaire et de délibérer pour rendre la DSP. Il faut juste photocopier la délibération, changer la date. Moi, j'ai un dernier point par rapport à l'ensemble de ces éléments auxquels j'aimerais qu'on fasse un peu attention. Il y a des gens aussi qui travaillent pour les 2 sociétés. Là, il y a eu une SPL il y a eu quand même beaucoup de travail. Il y a eu beaucoup de travail là-dessus. Est-ce qu'on peut mettre en place quelque chose du point de vue de management qui permette, d'une part, de s'assurer que le service continue à être assuré et d'autre part... le service, à l'heure où on parle, il est assuré. Hein. Jusqu'à
Ah bah le service il est assuré par la CERC. Après si vous voulez on peut parler de la SPL des eaux, mais je pense que ça va moins me mettre de mauvaise humeur, et en plus de ça on va attendre de passer le conseil d'administration de la SPL pour en parler après si on est d'accord. Monsieur Gabriel Léon. En fait, moi, je ne comprends pas pourquoi on précipite cette décision et pourquoi on ne prend pas le temps, puisqu'il y a énormément de personnes qui ne connaissent pas les tenants et les aboutissants de ce dossier. Je pense que les anciens élus, il y en a ici qui ont voté pour cette rupture. Je pense qu'il y a eu des arguments, et puisqu'il y en a ici présents qui ont voté pour, je pense qu'ils y ont vu un intérêt. En fait, moi, à l'instant T, je suis littéralement incapable de prendre position parce que je n'ai pas les éléments, comme en plus on ne siège pas non plus à la commission qui a été citée. Et en fait, je pense qu'on pourrait prendre ne serait-ce qu'un peu de temps, juste pour que tout le monde prenne les tenants et aboutissants de ces dossiers-là, qu'on comprenne les enjeux, qu'on comprenne tout ce qui est reproché à la CERC, qu'on comprenne nos torts. Peut-être que c'était une erreur de casser ce dossier, mais on n'a pas les éléments pour le faire. Et en fait, je demande juste, pardon, je termine, je demande juste qu'on prenne un peu de temps, qu'on repousse cette décision à peut-être dans 2-3 mois, que tout le monde puisse prendre le dossier en cours, que vous commenciez à discuter avec la CERC, et qu'une fois que ces discussions sont entamées, une fois qu'ils sont revenus à la table des négociations, ce qui apparemment n'ont pas fait ces derniers temps. Et ce que je veux éviter, pour vous répondre très directement, c'est qu'il y ait potentiellement l'examen du dossier en appel dans 2 mois et que la DSP soit rompue. Parce que si jamais la DSP était rompue, je vous le dis, il n'y a plus de discussion. Deuxième chose, soyons tout de même objectifs. Ça a été probablement le débat le plus important de toute la période de campagne électorale depuis 1 an. Ça a fait vaste débat, etc. On peut, moi, très sincèrement, hein, j'ai aucun problème à ce qu'on prenne le temps d'en reparler. J'ai aucun problème à vous faire communiquer tous les procès-verbaux des anciens conseils communautaires qui ont pendant de très longues heures évoqué le dossier. Les documents sont publics, il y a les analyses du cabinet Klopfer qui, je crois, avaient été rendues publiques. Enfin, les éléments techniques, vous êtes conseiller communautaire, vous avez un droit à l'information, ils peuvent vous être tous remis. Moi, j'ai pas de problème, même individuellement, à en discuter avec vous et en débattre, mais eu égard à l'urgence de régler cela, je vous le dis, maintenant, on y va. Madame Dardenne. Oui, Monsieur le Président, bonjour à tout le monde. Je voulais vous dire que pour nous, les délibérations prises le 28 juin 2019 pour rompre le contrat avec la CERC, excusez-moi. Ah, vous voyez, c'était une autre époque. N'ont pas été prises à la légère, et l'ensemble des maires et des élus de la communauté de communes ancienne majorité ont été informés et ont pris en toute connaissance de cause la décision de rompre le contrat de manière mûrement réfléchie et considérée comme la meilleure solution pour les Briançonnais des 13 communes, ou des 12 communes exactement, puisqu'il n'y a pas Puy-Saint-Pierre. Puis c'est... Ah d'accord. Il n'y a... Par rapport à la délibération telle qu'elle est aussi présentée, pour nous, il n'y a pas eu de supposé manquement de la part du délégataire dans la gestion du service. Il s'agit de faits réels, clairement identifiés, lors de visites impromptues avec les services de la CCB, Madame la directrice générale des services et les élus. Des négociations avaient été engagées, certes, par M. Guy Hermite, mais celles-ci n'ont jamais abouti. Et vous, M. Hermite, vous avez vous-même voté pour la rupture de ce contrat, en toute connaissance de cause. Il y a toujours eu, vous le savez bien, des problèmes de fonctionnement avec le délégataire et du coup un manque de confiance certain depuis le début. Manque de confiance aussi vis-à-vis des citoyens. De la part des citoyens, vous avez reçu, Monsieur le Président, je crois, un courrier d'une association, Monsieur Combe, je crois, vous a écrit dernièrement pour vous faire part de ces inquiétudes. Donc aujourd'hui, effectivement, comme le dit à l'instant Gabriel, sans éléments tangibles nouveaux, sans que l'ensemble des élus, des nouveaux élus, aient pris le temps de comprendre ce dossier très complexe, même si effectivement vous nous dites que ces documents sont publics, qu'on peut en prendre connaissance, bien sûr, mais ça demande du temps. Et ce qui serait intéressant, c'est de ne pas prendre de décision dans l'urgence,
puisque le travail qui avait été réalisé auparavant a demandé presque 6 ans. Ce n'est pas une décision qui a été prise en début de mandat. Et du coup, nous, ce qu'on souhaitait, c'est de vous demander donc de retirer cette délibération aujourd'hui, de prendre le temps de discuter et d'organiser une réunion avec l'ensemble des élus communautaires, parce que, à part peut-être M. Fons, M. Hermite ou M. Fine, quelques élus ici autour de la table sont plus au courant que d'autres, parce que je ne sais pas qui est au courant du dossier et qui a pris connaissance de l'ensemble des éléments. Mais il serait intéressant aussi de comprendre quelle est la stratégie des négociations, quelles négociations on va engager et quels sont les délais qu'on se donne, par exemple. Enfin, donc il y a au-delà de la connaissance des dossiers purement techniques ou juridiques, il nous semble important que cette délibération soit remise pour qu'on puisse en discuter tous ensemble, chose qui n'a pas été faite. Je vous réponds très directement si vous avez terminé. Voilà. Écoutez, bon, alors je vous réponds très directement. J'entends bien le début de votre propos, Madame Dardenne. Vous dites les maires à l'époque ont pris leur décision en connaissance de cause. Bah oui. Mais c'est pas moi qui aujourd'hui dis on retourne avec la CERC, c'est la justice qui l'a cassé cette délibération. Enfin, vous vous rendez compte quand même que c'est quand même pas commun, Madame Dardenne. C'est quand même pas commun une délibération qui se fait casser. Bon, donc. Ça n'a pas été géré sur le fond, c'est un référé. Et il y a un enfin, quand même, le référé il dit quand même qu'il n'y a pas de motif d'intérêt général, excusez du peu. Oui, donc, maintenant, cela dit, Madame Dardenne, j'assume ma position. Je l'ai dit. Maintenant, je considère que le risque, il est inouï, et que considérer, parce que c'est ça le fond de l'histoire, considérer de dire, on rend la DSP, on le fait gérer par la SPL, et puis on verra bien dans 10 ans, après 4 recours en justice et 8 appels, combien on paye et si on paye, eh ben on l'a fait. Et votre lapsus, il est révélateur, et ça s'appelle la SOR. Et je vous rappelle ce que ça a donné. Hein? Vous vous en souvenez pas combien de temps les intérêts gelés, la somme, les montants, etc. Eh bien moi je vous le dis, je ne prends pas le risque de payer... Au total, je prends pas. On a payé 2 millions d'euros, on était parti d'une somme astronomique. Oui, d'accord. C'est pas si... oui, ben voilà. Ben, écoutez, moi je suis responsable des deniers publics, et je vous dis que une délibération dans laquelle le montant de l'indemnité de résiliation est à 0, c'est une délibération qui est, très sincèrement, qui sous-estime la vérité, pour employer des mots un peu plus durs. Donc, je ne prends pas ce risque-là. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Si vous voulez soutenir la position qui est celle de la précédente majorité, consistant à dire que ce risque, il est prenable, c'est votre droit le plus entier, puisqu'en l'occurrence, certains ont voté... Non mais, attendez, c'est pas une attaque, hein. Comprenez-moi bien, c'est pas une attaque. Maintenant... Mais non, je les déforme pas. Non. Attendez, laissez-moi finir. Ce que je vous dis en tout cas, c'est que moi, le risque, je le prends pas. J'entends votre volonté d'être associé et je le ferai au maximum. En tout cas, je vous le dis, nous avons été élus pour décider, nous décidons. Excusez-moi, je reprends juste la parole pour vous dire que vous déformez mes propos parce qu'il n'est pas du tout dans notre idée de ne pas négocier, bien au contraire. C'est ce que Gabriel disait tout à l'heure, ouvrir les négociations, ou même Madame Souza le disait, bien évidemment de reprendre ces négociations, mais avec effectivement avec toute la connaissance que les élus dans l'ensemble de la communauté de communes peuvent avoir, reprendre les négociations avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête de la CERC. Voilà, donc ça c'était un élément. Donc on ne dit pas qu'il ne faut pas négocier, bien évidemment. Ensuite, par rapport à cette délibération telle qu'elle est montée, il me semble aussi pas forcément très judicieux de mélanger la rupture du contrat avec la CERC et tout ce qui concerne la SPL de l'eau et donc de l'assainissement. Et je pense qu'on aurait pu dissocier les deux, ça aurait été beaucoup plus lisible et beaucoup plus clair. Et du coup, on pourrait aussi discuter de choses beaucoup plus factuelles par rapport à la CERC notamment. Très bien, Monsieur Faubert a demandé la parole. Évidemment, je souscris à ce qui vient d'être dit précédemment par différents collègues.
Moi, hier, j'ai eu la chance de siéger dans cette commission. Donc, j'y étais hier. Nous étions six élus seulement présents. Voilà, et je crois qu'on était seulement deux, avec Monsieur Ray, deux nouveaux élus. Donc, moi, j'estime c'est bien qu'il y ait des commissions, mais je trouve que c'est effectivement pas nécessaire pour assurer une bonne information de l'ensemble des élus communautaires et peut-être au-delà des conseils municipaux. Parce que moi, je prends l'exemple de ma commune. Je pense qu'il y a pas mal d'élus, vu l'impact de ce dossier épineux, qui aimeraient être mieux informés. Donc voilà, non seulement je ne vois pas l'urgence, mais en plus je pense qu'on aurait vraiment tout intérêt à prendre le temps de la réflexion et de bien informer chacun des nouveaux élus. Il y a eu pas mal de renouvellements dans les conseils municipaux et sur ce genre de dossier, il faut prendre le temps. J'en profite pour quand même revenir, vu que Madame Dardenne a évoqué le cas particulier de Puy-Saint-Pierre. Monsieur le Président, vous n'êtes quand même pas sans savoir qu'en 2006, la commune dont je suis maire ne faisait à l'époque pas partie du périmètre de la CCB, et tant et si bien que Puy-Saint-Pierre ne fait pas partie du périmètre de la DSP passée avec la CERC à l'époque, ce qui n'est pas sans peser de difficultés. Alors c'est sans incidence d'un point de vue financier. Pour autant, dès lors qu'il y a des interventions à prévoir sur le réseau, c'est toujours un véritable casse-tête, puisque la CERC n'a aucune obligation d'intervenir sur la commune de Puy-Saint-Pierre. Et dans la mesure où la commune de Puy-Saint-Pierre est la seule commune du territoire dans ce cas de figure, bien évidemment, la communauté de communes ne s'est pas dotée d'un service d'exploitation dédié pour les besoins de notre seule commune. Donc en fait, notre seule possibilité, et c'est uniquement en cas d'urgence, de compter sur le bon vouloir d'un agent de la communauté de communes qui le fait très bien, mais je trouve que c'est pas satisfaisant. Donc moi, forcément, vu la commune dont je suis maire, je ne vous cache pas qu'un nouveau contrat me aurait permis de repartir à zéro et de remédier à cette situation préjudiciable. Et voilà, moi je veux simplement vous interroger sur quelle garantie pourrait avoir Puy-Saint-Pierre, quelle garantie d'une intégration pleine et entière de Puy-Saint-Pierre dans le périmètre du contrat de DSP avec cette reprise des négociations. J'aimerais être quand même rassuré à ce niveau-là et sortir de cette situation un petit peu ambiguë. Merci. Mais l'évocation que vous venez de faire, chers collègues et amis, elle recèle dans la formulation la solution qu'il faut qu'on y accorde. Il a toujours été de la volonté de l'ensemble de ceux qui étaient autour de cette table de voir, et de toute façon, dès lors que les pouvoirs étaient avec honneur assumés par un de nos collègues maires, pas de doute sur ce qu'était la représentativité de la commune. Ça me paraît d'une évidence absolue. Et s'il faut le moment venu, ou après le conseil communautaire de ce soir se rencontrer et définir ce qui est les moyens d'une normalisation des rapports entre la communauté et l'une de ses communes membres, la demande, vous venez de la formuler. Je pense que le président autorise à augurer avec vous, et nous l'avons montré ensemble, bien continuer de le faire avec vous, que nous avions cette capacité d'esprit ouvert pour faire en sorte que seul l'intérêt du citoyen ne soit pris en compte dans un contexte où on ne joue pas. Dans un contexte où aujourd'hui l'urgence est à la décision. Après, il est hors de question d'anticiper sur une négociation qui va intervenir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que l'esprit qui est le nôtre, c'est d'éviter de passionner un débat par un contentieux qui perdure, pour ouvrir un nouveau positionnement de chacune des parties, en sachant que la concession, elle continue d'exister, elle vit sa vie, et que par voie de conséquence, on n'intervient pas sur des sujets principaux qui vont venir en débat ici, devant tout le monde. Simplement, on essaie de bon sens de réfléchir sur une question dont de toute façon il faudra y réfléchir. Vous savez bien, la capacité de la station d'épuration intercommunale, intercommunautaire, elle mérite aujourd'hui de trouver un développement qui est à la mesure de celui des communes dont le tourisme aujourd'hui nous fait convenir tous ensemble qu'il faut, à défaut de favoriser, parce que le surtourisme c'est pas toujours bon non plus, mais je ne suis pas dans cette évocation-là. Je suis simplement dans une question de bon sens qui dit qu'aujourd'hui, et peut-être demain et le plus tard possible, l'État demandera
aux communes de suspendre la délivrance d'un permis parce qu'on n'aura pas la capacité d'assainir dans de bonnes conditions ce que nos populations produisent. Voilà, c'est une simplicité absolue. Mais j'entends pas les difficultés, des difficultés majeures, sauf un déficit de confiance. Je ne pense pas, en tout cas, on travaille depuis un certain temps ensemble et je m'en fais l'honneur, d'avoir respecté ce qui était une démarche d'un exécutif auquel je n'adhérais pas forcément. Mais je l'ai fait par loyauté, je l'ai fait, je vous posais des questions, mais vous le savez bien, je l'ai fait par respect des citoyens qui nous avaient élus, parce que passer son temps à dire je veux pas, je veux pas, je veux pas, forcément c'est pas ce que nos concitoyens attendent, et dans tous les cas aujourd'hui, dès lors que l'environnement, à la place que vous savez, la préservation de celui-ci, n'autorise pas qu'on perde du temps, se donner le moyen d'une réflexion commune, parce que c'est ce qu'a dit le président, d'une réflexion commune sur une responsabilité parce qu'elle ne sera pas prise dans une autre enceinte que celle-ci. Elle sera prise, cette responsabilité assumée, par des élus, et pas... Alors je ne vais pas prononcer le nom parce qu'il pourrait être mal perçu, en tout cas dans une autre enceinte. C'est pas bien ça? Ça vous fait pas envie? Et moi, si ça n'était pas l'objectif, je n'y vais simplement que parce qu'il y a quelque temps, en ayant une pensée pour le président Alain Fardala, j'ai été amené à prendre des responsabilités qui étaient des responsabilités importantes, sur lesquelles on a pu discuter du résultat après. Mais aussi, je ne veux pas y aller. Je ne veux pas y aller parce que refaire l'histoire, c'est bon. Hein, je veux dire qu'on n'arrête pas de la refaire, mais les jeunes qui arrivent aujourd'hui aux responsabilités, et d'ailleurs on voit bien que l'hémicycle s'est rajeuni, ils attendent d'autres choses de nous, et vous en particulier par rapport à moi. Alors faisons-le ensemble. Et si vous avez besoin, qui l'a mieux dit que le président? Mais je vous les porte si vous voulez, les dossiers, je vais vous les expliquer. Je veux dire, mais essayons de voir dans un contexte qui est un contexte de, comment vous dire, où on rassérène nos partenaires. On arrive à trouver ce qui est légitime pour nos concitoyens, c'est payer le juste prix, et pour l'entreprise qui fournit le service, bénéficier elle aussi de la juste rémunération. Où est la difficulté? Non mais attendez, allez-y, celui qui veut prendre la parole, je me lève et on en parle. Je veux dire, c'est l'équilibre même de ce qui est une démocratie bien comprise et une perspective sur laquelle je veux partager avec vous, parce que j'aurais pu m'en passer. Vous ne croyez pas que cette délégation, c'est la plus facile de tout le lot de celles qui ont été distribuées? Je ne sais pas si beaucoup de monde se sont précipités. Mais dans tous les cas, s'il y a quelqu'un... Non mais attendez, non mais je veux dire qu'il faut tout de même, dans la vie, dire les choses comme elles sont. Je veux dire qu'après le nombre de mandats que j'ai fait, le nombre de jours, le nombre d'heures qu'on a passé ici, allez m'embarquer dans cette galère, c'est parce que j'ai confiance en vous. C'est parce que je suis convaincu que même avec nos citoyens ou les associations, on trouvera le moyen, l'espace, le champ d'une appréciation partagée et on n'ira pas, monsieur le président vous donne acte de cela, si d'aventure vous disiez vous-même que les concessions qui ont pu être faites ne sont pas compatibles avec une liberté qui est celle du respect de ce qui est le juste prix payé pour le juste service. Et c'est ce que je vous dis de plus. Et je le ferai, parce que tout le monde sait, depuis un certain nombre d'années ici dans Briançonnet, qu'il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit. Si ça ne me convient pas. Et oui, madame, j'ai été loyal avec pardonnez-moi, avec l'ancienne municipalité. Et je m'en fais honneur. Bravo. Monsieur le maire de Monetier et ensuite monsieur le maire de Villars et monsieur le maire de Villars-d'Arène. Oui, bonjour à tout le monde. Effectivement, il a été relevé que je suis nouvel élu. Donc le dossier de la CERC, j'en prends connaissance. Je mesure l'enjeu financier que ça représente. Donc moi, ma position, elle est simple. Si on peut, par le biais du retrait de ces délibérations, revenir aux négociations avec la CERC, pourquoi pas? Quand je vois un peu ce que représentent les indemnités et la suite, ma position, elle est, si effectivement on retire les délibérations, on est à même, selon le déroulé, sous couvert peut-être de quelqu'un qui pourrait m'appuyer, de revenir sur une délibération dans l'autre sens. Ça me semble du bon sens. Mais il ne faut pas, à mon avis, se couper le moyen de renégocier et de discuter
pour une bonne fin ou pas, mais ne nous privons pas de cette possibilité. Voilà ce que j'ai à dire avec un regard un peu extérieur. Merci. Je te remercie, d'autant que les problèmes sont prégnants sur, en l'occurrence, ta commune. Olivier Fons. Oui, moi je voulais dire qu'effectivement, faisant partie de l'ancienne exécutif, donc de la communauté de communes, effectivement, on a participé à des décisions, on a étudié des possibilités. Donc je pourrais dire que la décision qui a été prise à l'époque a été prise avec une argumentation, avec effectivement des justificatifs, des justifications. Mais les choses évoluent, les choses bougent. Et je crois que tout le monde s'accorde aujourd'hui pour dire qu'il faut prendre son temps. C'est ce que vous avez dit. Donc je reconnais qu'il faut prendre son temps. Prenons-le. On a l'occasion aujourd'hui de ne pas aller sur une situation conflictuelle et de prendre le temps d'analyser les choses. Et je crois que c'est là qu'il faut saisir cette occasion. Et pour moi, renoncer, si vous voulez, à la délibération qui a été prise à l'époque, c'est pas aller contre nature. C'est justement nous nous donner le temps de prendre le temps. Et je m'engage, si vous voulez, à être vigilant là-dessus, parce que aujourd'hui, qui va pouvoir assumer la régie de l'assainissement? La question se pose. La SPL, moi, au niveau de ma commune, je n'y ai pas adhéré, parce qu'effectivement, je ne considère pas qu'elle soit en mesure de le faire. Donc je suis satisfait aujourd'hui de me dire que j'ai pris une décision dans une mandature précédente. Aujourd'hui, vous m'éclairez sur le fait de dire qu'il faut prendre son temps. Je veux le prendre. Et donc je suis partisan, effectivement, de ne pas continuer cette procédure contentieuse, de prendre le temps de l'analyser et de surtout prendre le temps de voir qui serait en mesure, dans un futur proche ou éloigné, d'assumer la régie de l'assainissement. On peut très bien, peut-être dans un an ou deux, suite à des négociations infructueuses, repartir sur une procédure. Mais aujourd'hui, donnons-nous le temps de réfléchir. Et c'est le meilleur moyen de patienter que de sortir d'une situation conflictuelle. Et il va de soi que, comme l'on s'y est engagé, on donnera et on communiquera et on débattra avec vous sur l'ensemble des informations. Monsieur Fine, puis Madame Valdener. Ce conseil communautaire, moi, il me semble hallucinant, il me semble tomber de nulle part. On parle de vitesse, on confond vitesse et précipitation. On l'a dit, Olivier Fons vient de le dire, donnons-nous le temps. Donnons-nous le temps, donnons-nous les 3 mois qui sont demandés pour à la fois commencer les négociations. Qu'est-ce qui vous empêche d'ailleurs, vous avez fait état dans votre campagne électorale d'une position politique. Vous avez fait état qu'il fallait revenir en arrière. Vous n'allez pas nous faire croire que vous n'avez pas eu quand même quelques contacts avec M. Madiec au niveau de la société CERC pour pouvoir embrayer rapidement là-dessus. C'est d'ailleurs pour ça qu'à l'heure actuelle, on est en train de délibérer en plein été avec aucune commission qui s'est réunie sur un dossier extrêmement compliqué. Là, autour de cette table, j'aimerais savoir qui connaît le fond de ce dossier, qui connaît ce qui s'est passé en 2006 et pourquoi en 2009 il y a eu un nouvel avenant. Qui peut le dire? Qui? Sébastien, j'ai dit donnons-nous le temps, mais donnons-nous le temps en sortant d'une situation conflictuelle. Je reconnais aujourd'hui. Mais la situation conflictuelle, elle est arrivée en 2009, vous le savez pourquoi? Je suis d'accord avec toi. Parce qu'un avenant a été signé, la société CERC avait une rentabilité sur 25 ans, négociée par une communauté de communes avec, je crois que le premier vice-président est toujours premier vice-président à l'heure actuelle, Guy Hermite était là. Et cet avenant numéro 1 a fait qu'en 2015, on déclenche 1 million d'euros supplémentaires. En 2016, on déclenche 1 million d'euros supplémentaires. Ça a été négocié, signé. D'accord. Voilà. Donnons-nous le temps de conflit, il est normal. Pourquoi? Parce que c'est les citoyens au bout qui vont payer cette somme-là. À chaque fois, la communauté de communes. Non, mais attendez. À chaque je fois. ne peux pas vous laisser dire ça, c'est faux. À chaque fois. Non. C'est avec la décision que vous avez prise que les contribuables ils vont payer. Je vous ai laissé parler. Un petit peu. Ce million d'euros, il va sortir d'où? Qui va le payer? Vous parlez de vitesse et de précipitation, vous étiez prêt à nous en faire payer 32 millions. 3 ans, un peu d'honnêteté, 3 ans de consultation, des conseils municipaux réunis, des commissions réunies, des conseils communautaires restreints, des conseils communautaires ouverts avec l'ensemble des élus. Mais on vous fait pas voter l'avenant, monsieur Fine, là. Mais vous savez très bien que cette décision, et il faut que tout le monde le sache ici, que la décision qui va être prise ce soir, c'est de dire à la CERC, vous avez votre contrat qui est délégué jusqu'en 2031. Vous ne reviendrez pas en arrière en 2022 ni en 2023, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. La deuxième chose, quand même, vous avez parlé du Conseil d'État. Le Conseil d'État, on aimerait bien savoir à l'heure actuelle où nous en sommes, parce que le Conseil d'État, a priori, devait statuer avant les vacances d'été, et il n'y a pas eu de décision. Donc, il y a bien eu à un moment une demande
faite par nos avocats ou par les avocats de la part des élus, de dire attention, il y a une nouvelle majorité, on prend ce dossier-là avec moins de vigueur et on attend de voir ce qui se passe. Non ? Alors, vous finissez, je vous réponds. Ben, je continue, alors si j'ai le droit de continuer. Mais vous avez tous les droits, en l'occurrence, ceux que vous confère le règlement intérieur. C'est vrai. Et le règlement intérieur fait état aussi d'un pouvoir, si l'on le souhaite, c'est l'article 17, de mettre un amendement. Donc peut-être qu'il y aura un amendement sur cette délibération si le vote est favorable. Vous faites état donc de la reprise contractuelle faite par la décision du juge le 23 janvier 2020 là. Donc il faut savoir déjà que ce n'est pas un jugement sur le fond, c'est un jugement sur la forme. Et quand même, vous avez donc cité la reprise contractuelle des négociations, qui est un élément qui est écrit dedans. Mais par exemple, vous n'avez pas cité que le juge des référés disent que, par exemple, la CERC récolte une recette de 5 millions à peu près d'euros par an sur le territoire de la communauté de communes et que sur les 12 années, ça serait à peu près 60 millions d'euros qui seraient perdus par cette société et que ça met en péril la société CERC. C'est ce que dit le juge des référés. Société CERC, Suez. CERC, Suez. CERC, Suez, c'est 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. D'accord ? Donc on peut aussi, sur cette hypothèse-là, dire que finalement le juge n'a pas purement et simplement bien appréhendé la chose. Pour moi, c'était une décision... Après, si on commence à avoir un débat en disant le juge il s'est trompé, bon, je ne dis pas que le juge il s'est trompé. Le juge a dit, il s'est pas trompé. Le juge a dit, il faut juger le fond de l'affaire. La communauté de communes à l'époque a dit, à notre sens, il faut poser un référé. Et si vous voulez travailler dans cette urgence-là, c'est que vous n'êtes pas forcément extrêmement sûr que le référé tombe à l'eau. Parce qu'il faut quand même le savoir. Quand on passe en référé, le dossier de référé passe devant une commission qui estime si il doit être jugé ou pas. Le fond de ma position, j'ai toujours été clair. J'ai toujours dit que, c'est pas qu'une histoire juridique, j'ai toujours dit très clairement, rompre la DSP à 12 ans de la fin et nous exposer à 30 millions d'euros de pénalité, c'est une folie. Voilà, donc oui, je vous le confirme. Ma question, c'est pas j'aime la CERC ou j'aime pas la CERC, ou j'aime la gestion privée ou pas la gestion privée. C'est, vu ce à quoi on est exposé, oui, je vous le dis, je préfère négocier. Monsieur Murgia, sur la gestion privée, vous êtes fendu d'une vidéo sur Facebook il y a 2 ans devant le panneau depuis Saint-André, dans lequel vous disiez que la gestion intercommunale des ordures ménagères en régie n'était pas la meilleure solution et que le privé faisait beaucoup mieux. Ah non, c'est absolument pas. Alors, j'ai bien fait cette vidéo, c'est pas du tout ça que j'ai dit. Si vous voulez, on peut avoir le débat. Mais c'est absolument. Non, mais attendez, vous êtes en train de caricaturer le débat, c'est-à-dire en gros, Suez a beaucoup d'argent, c'est une grande entreprise capitaliste. Enfin, ça va, on n'est pas dans les années 80 là quand même. Non, mais attendez. Et les ordures ménagères, non, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Reprenez les propos de Monsieur Caponi, qui a toujours dit d'ailleurs, en bonne intelligence, on a eu des sujets sur les ordures ménagères consistant à dire qu'on considérait que le service il était améliorable, je l'ai toujours dit. Pourquoi ? Parce que ce que j'ai toujours mis dans le débat public, c'est que dire ça coûte moins cher, ok, mais il y a 4000 bacs en moins, encore heureux que ça coûte moins cher. Voilà ce que j'ai dit sur les ordures ménagères. Est-ce que vous m'avez vu depuis que je suis élu critiquer le système des ordures ménagères ? On a juste dit qu'on allait essayer de l'améliorer, première chose. Deuxième chose sur le reste, revenons juste à la raison, on ne fait pas voter l'avenant. On dit juste, il y a bien entendu qu'il y a un risque en justice, vous pouvez gagner, vous pouvez perdre. Il y a un risque que la DSP, elle soit recassée. Bien sûr qu'il y a un risque, mais enfin, je l'ai toujours assumé. Et j'assume mes convictions, les nôtres, consistant à dire que si elle est recassée, on ne peut plus négocier. Et je ne veux pas avoir à assumer le risque de 35 millions d'euros de pénalité à payer par la CCB. Vous étiez prêt à le faire ? Je ne suis pas prêt à le faire, voilà. Eh bien écoutez, c'est un désaccord de fond, je l'assume. Et on peut continuer sur ce désaccord de fond, parce que certaines conclusions d'études ont fait quand même part de cette singularité de formule. Je vous lis simplement certaines conclusions. Il convient de souligner la singularité de la formule d'indemnité de résiliation anticipée pour motif d'intérêt général de cette convention, déconnectée des pratiques usuelles, lesquelles ont été confortées par la jurisprudence, d'accord, qui aboutirait à une majoration manifeste et disproportionnée de la somme à verser au délégataire. Donc le délégataire, par rapport à cette formule de résiliation, c'est assurer le fait que la délégation durait 25 ans. Simplement pour information, parce que je pense que l'ensemble du conseil communautaire ne le sait pas non plus, cette chose-là, c'est une majoration de 161% qui a été signée par la communauté de communes à l'époque, par rapport à une formule classique. Donc là,
On est quand même dans une aberration qui a été signée. L'histoire, vous avez dit, en refaisons pas l'histoire, sauf que l'histoire qui s'est passée, l'histoire les 10 dernières années, les citoyens le payent à l'heure actuelle. On vous l'a dit, on est combien de pourcentage supérieur Donc à la moyenne nationale on revient à la caricature qui a guidé les Non, débats ce n'est pas une pendant des caricature, années, monsieur le c'est-à-dire président. c'est Alain Bérou qui a signé le contrat, c'était pas bien, Non. il fallait absolument le détruire. Non, Et vous savez que parce qu'à malheureusement, ça a l'époque- trop à souvent l'époque, il animé n'y avait pas la les politique moyens. menée par la ville et par la collectivité. Il faut sortir de ça. On Il- gère un passif, que voulez-vous? Après, il faut quand même avoir l'honnêteté, et le Premier vice-président l'a dit. Le contrat, il a été signé ainsi, c'est pas votre faute, c'est pas la mienne. Il se trouve que on leur signe un contrat dans lequel, à l'époque, on peut refaire tout le débat, ils doivent avoir 100 mètres cubes par foyer. C'est tout, ils les ont pas. On peut quand même pas reprocher. Il y avait non déjà plus à des une compteurs à entreprise- l'époque, hein, monsieur. Pardon? Il y avait déjà des Mais pas compteurs à partout. l'époque. Mais pas partout, pas dans la Guisane. Donc après, est-ce que c'est la faute de un tel, d'Alain Bérou, de son collaborateur, etc. Arrêtons avec ça, arrêtons avec 2006, arrêtons avec ce qui s'est passé avant. On gère une situation qui nous a été donnée en héritage. Cette situation-là, on n'est pas d'accord. En l'occurrence, quand vous étiez aux manettes, vous avez rompu la DSP. Je vous le dis, je pense que c'est une mauvaise décision. Je l'ai toujours dit. On ne peut pas dire que je prends les gens par surprise. Je l'ai toujours dit. Voilà, donc on n'est pas d'accord. Moi, je pense que j'ai en partie été élu pour cela. Et donc, j'assume ces positions-là. C'est une position financière et de responsabilité. Maintenant, on n'est pas d'accord. C'est la démocratie. Je vais passer, si vous êtes d'accord, la parole à Mme Valdener qui l'avait demandé depuis une demi-heure. Je reprendrai la parole si. Alors effectivement, on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Alors moi je vais parler très simplement. À l'époque, c'est-à-dire en juin 2019, puisque c'est ce qui nous occupe ce soir, même sans refaire l'histoire, on nous a présenté au vote 3 délibérations, mais qui étaient à charge pour la CERC. C'en était indécent. C'en était d'autant plus indécent qu'on a trouvé bon de nous donner les explications financières au conseil communautaire d'après. En nous amenant, il y a des témoins, je ne dis pas de bêtises, hein, on nous a amené le cabinet Keufler, le conseil communautaire d'après, et qui, a posteriori, nous a expliqué que, ben oui, effectivement, l'indemnité qu'on nous a fait voter de 13 millions, ben, fallait s'attendre à ce qu'elle soit minorée et qu'on prenait des risques maximum. Majorée, pas. Oui, que l'indemnité de départ était minorée dans le vote. D'accord? C'est bien ce que j'ai dit. Ok? Parce que 13 millions, 35 millions, on peut discuter indéfiniment, mais je pense que c'est assez simple. Et ça mettait en péril, d'une façon énorme, les finances de la CCB. Alors, effectivement, on a évoqué, parce qu'on n'a pas été beaucoup, hein, on a été à peu près 5 à voter, mais c'est vrai, je vous dis, les délibérations, elles étaient vraiment à charge pour la CERC. Hein, et dans un climat délétère qui a bien influencé tout le monde. Et à l'époque, on a évoqué les négociations qu'avait mené Guy Hermite. Malheureusement, Guy n'était pas là ce jour-là, et je pense que ça aurait peut-être changé la face des choses. Parce qu'il y avait un doute plus que sérieux sur les motifs de résiliation. Aujourd'hui, on l'a dit, hein, je ne vais pas allonger les débats indéfiniment, mais on l'a dit, la justice a tranché. Alors je crois qu'à l'époque, tout simplement, la délibération, elle était illégale, parce qu'il y avait un doute sérieux en fait et en droit sur cette résiliation de contrat. Alors aujourd'hui, la proposition, elle est, je veux dire, de se mettre autour d'une table et de négocier. Et je pense quand même que c'est un peu plus intelligent, et c'est vraiment du bon sens, de se dire que plutôt de payer, je veux dire, une indemnité de départ, il faut mieux investir dans une station d'épuration dont on a réellement besoin sur le territoire. C'est tout simple. Il n'y a même pas besoin de discuter des heures. Voilà, il y aura des heures peut-être à discuter sur les éléments juridiques, mais qu'on ne peut pas comme ça balancer en séance comme vous le faites, parce que, je veux dire, il n'y a pas de réponse en face, parce que c'est totalement aléatoire. Donc, mettons-nous autour d'une table. Et je suis quand même surprise qu'on dise, Madame Dardenne, vous qui êtes particulièrement sensibilisée sur l'écologie, qu'il n'y a pas urgence. Madame Blanchard. Oui, moi, mais depuis le début, vous déformez complètement. Non, attendez, j'ai donné la parole à Madame Blanchard, si vous voulez bien. Oui, Monsieur le Président, moi, en ce qui concerne donc ces délibérations, j'avoue que je les avais trouvées prématurées et très incertaines par rapport à l'issue des indemnités que la collectivité devrait peut-être payer
et à la charge des contribuables. Et c'est pour ça, effectivement, que nous, la commune de Saint-Chaffré, avait voté contre ces délibérations, les trois conseillers communautaires, parce que j'avais demandé à ce qu'on les retarde, et puis... Ah non, contre, j'ai vérifié cet Je après-midi. confirme contre. Et autour de la table, il y a plus d'anciens qui ont voté contre que pour. Oui, Monsieur Galliano, Madame Alire et moi-même de la commune de Saint-Chaffré avions voté contre parce que justement l'issue était très très incertaine pour nous. Voilà, merci. Je vous remercie. Je repasse la parole à Olivier Fons. Y a-t-il encore des prises de parole, les dernières, s'il vous plaît? Après, je vais clôturer les débats. Monsieur Fine, Madame Dardenne, Monsieur Pétieux. Alors, s'il vous plaît, je ne veux pas entendre de critiques sur les décisions prises par les uns et les autres. Il y a un conseil communautaire qui a délibéré avec des oppositions, certainement, mais ce n'est pas le lieu de la discussion aujourd'hui. Aujourd'hui, il est à décider, en bonne intelligence et avec effectivement le recul nécessaire pour les nouveaux élus, de prendre le temps des choses. Renoncer à cette délibération n'est pas renoncer à un conflit. Tout à fait. En l'occurrence, tous les contentieux restent en vigueur. Hein. Moi, il n'y a absolument aucun sujet là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que c'est l'occasion aujourd'hui, effectivement, de montrer, effectivement, de suivre la décision de justice pour nous permettre de négocier. Si la négociation n'aboutit pas, je serai un des premiers, avec la certitude qu'on puisse avoir un délégataire ou une régie capable de gérer effectivement l'assainissement et la gestion de l'eau dans le futur, je serai un des premiers à revoter pour casser cette délégation de service public. Mais aujourd'hui, je veux pas. Moi personnellement, si on discute de ça, je ne veux pas entendre de contestation sur les décisions prises par des exécutifs. C'est trop facile. Autrement, demain, d'autres vont casser vos délibérations et vont dire que vous avez été nul dans l'appréciation de vos décisions. C'est pas normal. Merci. Je passe la parole à Monsieur Fine, ensuite à Madame Dardenne, et c'est Monsieur Pétieux qui conclura, s'il vous plaît. Madame Xhosa, allez, on va faire comme ça, dans ce sens-là, et ça remontera jusqu'à Monsieur Pétieux, si vous êtes d'accord. Donc vous avez parlé, et Guy Hermite s'est levé, etc., a parlé d'un avenant numéro 2 qui avait bien été avancé. C'est vrai. Guy Hermite, dans beaucoup de situations, s'est rendu disponible et a même monté, je crois, jusqu'à Paris pour aller négocier directement là-haut. Sauf que il faut quand même, par rapport à cet avenant numéro 2, regarder quelques problématiques qui sont avérées, et notamment... Sébastien, c'est pas le débat. Mais vous l'avez remis sur la table, Guy, vous l'avez remis sur la table. Vous avez dit qu'il y a un avenant qui pouvait repartir, qui est l'avenant numéro 2. Ça n'est pas exact. Ce qui remet ce débat sur la table, c'est la référence à un avenant qui, après le décès d'Alain Fandela, a retrouvé les archives auxquelles il était destiné, dont on n'a jamais pu parler. C'est tout. Ce que je ne veux pas, c'est que ce qui est des faits soit interprété. Et là, je rejoins tout à fait ce que tu viens de dire, parce que avoir à se justifier sur le passé, c'est notre temps. Ce que je veux dire, j'assume tout à fait le travail que j'ai conduit parce que vous me l'avez confié. Je l'ai mené jusqu'au bout et il n'a pas pu être présenté au Conseil communautaire pour des raisons sur lesquelles je ne reviens pas. Le respect auquel je vous appelle m'interdit de rappeler ce type de situation. Donc ce n'est pas la peine d'en discuter parce que tout à l'heure j'ai simplement expliqué qu'il y avait un certain nombre d'éléments, je crois avoir dit 23, qui avaient été discutés pour lesquels on avait obtenu, parce que je n'étais pas le seul, on n'est jamais le seul dans des situations de cette nature, on avait obtenu qu'ils laissaient augurer un accord que l'on pouvait obtenir avec eux, en respectant le citoyen, en tout cas celui qui assujettit, et en faisant en sorte que la SERC, à l'époque, c'était aille au bout d'un certain nombre d'investissements dont on connaît aujourd'hui parce qu'ils ont été faits, j'allais dire la nécessité qui nous obligeait de les faire. C'est tout ce que je vous demande, c'est tout. Je ne te demande pas plus. Moi l'avenant sur lequel j'ai travaillé, il n'a jamais vu le jour. Pas la peine d'en faire. Je le dis parce que ça me concerne. Et chaque fois que vous parlez de moi, souffrez que je puisse m'exprimer dans des conditions de liberté auxquelles vous-même vous prétendez, parce que je ne mérite pas ce qui peut être une interprétation d'une vérité qui est inscrite dans les textes. Voilà, point. C'est pas une attaque envers toi. C'est dire qu'on repart sur quelque chose qui... Tu parles de M. Hermite. Tu ne parles pas de M. Hermite sur un avenant qui aujourd'hui n'a jamais été appliqué par le Conseil communautaire parce qu'il n'a jamais été présenté après le décès d'Alain Fandela.
C'est tout. Voilà, en fait. Mais par contre, ce que je prétends, c'est que dans la perspective, on a le droit de réfléchir, c'est quand même un pays où l'esprit recouvre ce qui est l'essentiel de nos libertés. Il recèle un certain nombre de points qui pourront peut-être demain être remis en discussion pour faire avancer ce que nous partageons, nous le partageons. C'est-à-dire une négociation qui, comme tu viens de le dire à l'instant, est capable, si elle n'aboutit pas, de nous faire rejoindre des points de vue que nous partageons ensemble aujourd'hui. Est-ce que c'est clair ? C'est pas exactement ce que j'ai dit, puisque... Monsieur Fillon, on vous laisse terminer, comme ça on peut je finir le termine juste parce que les débats sont intéressants quand même. Je souhaiterais qu'on puisse donc aussi, suite à toutes ces interventions, proposer, comme c'est inscrit dans le règlement interne, un amendement qui donnerait par exemple autorisation au président et à M. Hermite, donc Guy, de lancer les négociations par rapport au devenir du futur contrat, donc de l'avenant numéro 3. Hein, voilà, on va dire ça comme ça. Avenant numéro 3 qui d'ailleurs, pour votre bonne information, avait été mis sur la table au mois de février 2019. Une négociation avait eu lieu. Je vous rappelle que... l'avenant numéro 2 plaçait des curseurs qui étaient extrêmement favorables à la CERC. L'avenant numéro 3 diminuait un petit peu ces curseurs. Ils l'ont botté en touche totalement. Bon, après, la négociation a été très courte, 3 mois. Et n'a pas donné satisfaction. Mais il y a eu négociation. Et je souhaite qu'un amendement donc, donne carte blanche à Monsieur le Président et Monsieur le Premier Vice-président pour entamer les... C'est marqué, c'est le dernier alinéa. Mais que nous continuions avec ce Conseil d'État jusqu'à ce que nous ayons des éléments de négociation probants sur la table. Voilà. Très bien, la parole est à Madame Dardenne. Oui, merci. Je voulais simplement vous demander quel délai vous donnez par rapport à ces négociations pour éventuellement prendre une décision de rupture ou pas de ce contrat. Eh bien, on va les entamer et on va fixer un calendrier et on vous le communiquera immédiatement. À ce stade, naturellement, on ne les a pas entamés, donc on va le faire et on va vous tenir informés, si vous en êtes d'accord. Madame Zosa. Alors moi j'avais juste une remarque concernant le temps. Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faut aller assez vite et qu'on peut pas... En revanche, il y a plein de gens autour de la table et il y a certainement beaucoup de gens au niveau de la communauté de communes aussi qui connaissent parfaitement le dossier. Et il me semble qu'on ne va pas aller chercher, et je pense qu'il ne faut pas aller chercher tous les avenants et tous les papiers qui ont été signés, parce qu'il n'est pas possible d'avoir en 3 pages une synthèse avec un truc qu'on comprend très bien. Avec grand plaisir. Je risque de ne pas tenir une promesse, c'est qu'à mon avis, ça fera un peu plus de 3 pages. Non, mais il y a 2 choses. Il y a le risque que vous mettez en avant, qu'on comprend bien, et ensuite il y a tout ce qui a été fait par la municipalité. J'imagine qu'ils avaient des arguments, ils avaient un certain nombre de choses, et ça serait pas mal d'avoir des chiffres. On a besoin que de chiffres, et comme ça après, ça permet d'avoir... On va tâcher de travailler à un bon format pour essayer de vous donner des informations en essayant... Mais je pense que je vous en donne. Si je vous en donne, j'essaierai de vous en donner de manière un peu importante, parce que sinon, je pourrais être taxé qu'elle soit orientée et qu'elle soit analysée. Donc voilà. Donc si on peut vous donner aussi des PV de séance, etc. Puis chacun jugera et se fera un avis. Mais je vais travailler à cela avec les équipes, si vous en êtes d'accord. Voilà. Monsieur Pétieux pour conclure. Ah pardon, excusez-moi, Monsieur Chouard, vous voulez prendre la parole? Je vous avais pas vu. Oui, non, c'était simplement pour dire. Je crois qu'on est, en fait, on a beaucoup débattu là. On est tous d'accord sur la finalité. Donc en fait, c'est le meilleur service pour le citoyen. Nous, on a besoin d'être un peu plus informés, comme on vous l'a dit. On n'a pas été invité comme on l'avait demandé. Donc on aimerait bien en savoir un petit peu plus. Pourquoi donc on a quand même un tout petit peu de temps. Pourquoi est-ce qu'on ne reporterait pas cette délibération au prochain conseil, afin qu'on puisse se réunir avec les personnes qui connaissent parfaitement le dossier pour nous expliquer un petit peu plus tout ça, pour qu'on puisse se faire une opinion un petit peu plus objectif sur le dossier qui est effectivement très très important. Ok, très bien. Je passe la parole à Monsieur Pétieux. En fait, vous m'avez pas répondu, Monsieur le Président. Non, mais il me semblait que c'était clair sur les informations que j'ai données avant. Moi, j'ai aucun problème sur le fait qu'on... d'une part, on va regarder sur l'histoire de la commission spéciale d'assainissement. Après, si vous voulez que je vous réponde formellement, je vous le dis, non, je ne reporterai pas la délibération, ça c'est sûr. C'est pas très démocratique. Si, c'est très démocratique. Oui, je vous assure, je suis élu, donc c'est très démocratique. Nous aussi, effectivement.
Mais non, mais excusez-moi, il y a une majorité, il y a un exécutif, on décide de présenter une délib, on la présente. Vous êtes l'opposition, ou la minorité tout du moins, parce qu'on n'est pas opposé sur tout et c'est l'essentiel. En l'occurrence, vous n'êtes pas forcément d'accord, vous les reportez, on prend la décision, vous dit non. Voilà. Donc ça s'appelle la démocratie. On n'est pas d'accord, on n'est pas l'opposition à la CCB. Non, mais je l'entends. Vous avez bien compris, soit j'emploie le terme de minorité, donc dont acte. Mais en tout cas, pas de souci pour en discuter. Voilà. Je passe la parole à Monsieur Pétieux. Merci, Monsieur le Président. Donc, le 28 juin 2019, j'ai fait une très longue intervention concernant la résiliation. Et à l'époque, Monsieur Finn, j'avais argumenté sur la nécessité d'évoquer un réel motif d'intérêt général pour la CCB et de le motiver. Et si elle n'est pas constitutive et si elle n'est pas motivée, cette nécessité d'invoquer, ça devient une faute grave. Donc on a été retoqué une première fois en référé. Je pense que sur le fond, on le sera une deuxième fois en Conseil d'État. Et je vous avais cité, puisque vous parliez de jurisprudence tout à l'heure, je vous avais cité une jurisprudence qui allait justement dans le sens de la surmotivation de l'intérêt général et qui s'appelait le Béziers 2. Je ne vais pas être trop long là-dessus, je l'ai été en son temps. Mais en vous appuyant sur des diagnostics complaisants, orientés, minimisant les risques et sous-évaluant délibérément les conséquences financières, à l'époque, vous nous avez entraînés vers des options dont les enveloppes financières étaient disproportionnées par rapport aux enjeux. Le cabinet Klopfer a minimisé de 21,3 millions d'euros l'indemnité de résiliation due, au titre et à l'application de l'article 59 du contrat de concession. À l'époque, la constitution de provisions pour risques et charges, qui est obligatoire dès lors et qu'il y a apparition du risque, m'avait semblé insincère car le montant financier du risque n'était pas établi à hauteur de 34,7 millions d'euros comme notifié et chiffré dans la Convention et avant tout recours. Contrairement à vos affirmations, la décision de résiliation adoptée a été une épée de Damoclès, mais pas sur la CERS, sur notre communauté, et qui se serait abattue et qui s'abattrait si on n'engageait pas les négociations. Donc, ayons un petit peu de raison et ouvrons sincèrement des négociations. Je vous remercie, Monsieur Pétieux. Allez, on aura très largement le temps et le lieu de débattre des points de fond. Je vais clôturer les débats qui ont été longs et je vais donc soumettre la délibération aux voix. Y a-t-il des votes contre? Alors, il faut... Un instant, est-ce que nous avons le droit de ne pas prendre part au vote? Vous avez tout à fait le droit. Donc... Alors, pour les raisons qu'on a citées, on pourrait voter pour comme on pourrait voter contre votre délibération si on nous donnait les éléments pour juger. À l'instant T, on estime simplement qu'on n'a pas suffisamment de données pour juger de ça. Donc on demande à ne pas prendre part au vote. Je vous remercie et je prends le pari de tâcher de vous convaincre dans les prochains mois pour que l'avenant en question, si on arrive à le négocier, vous le votiez. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Madame Arnaud, Monsieur Masson, Monsieur Finn, Monsieur Faubert et Madame Chrétien, vous avez le pouvoir de Monsieur Aymar. Très bien. Des abstentions. Pardon, excusez-moi, Madame Chrétien. Je peux juste préciser que mon vote de Nevache, c'est l'expression de mon conseil, d'un vote qui a été fait par le conseil municipal, qui aurait peut-être évolué... Est-ce que vous pouvez juste allumer le micro? Je vous explique pourquoi. C'est tout simplement parce que vous savez qu'on est en direct en vidéo et que si vous n'avez pas le micro, en fait, ils vous voient mais ils n'ont pas le son. Je me permets de le préciser. Je veux juste dire que l'expression de mon vote et l'expression de la majorité du vote du conseil municipal de Nevache, et que peut-être que ce vote aurait été modifié, aurait été différent si on avait eu un débat un peu plus large, et notamment avec mes conseillers municipaux qui sont en majorité nouveaux et qui n'avaient pas connaissance du fond du problème. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, je vais faire le même pari qu'avec M. Léon en essayant de vous convaincre. Y a-t-il du coup des abstentions?
Madame Xhosa, Monsieur Schwartz, et vous votez au nom de Monsieur Leroy. Mais bien sûr, je vous en prie. Du conseil municipal, bien sûr. Donc, je représente le conseil municipal depuis Saint-André. Quelques mots, c'est donc le conseil municipal qui me charge de vous lire ce petit texte, c'est très court. Hein. Le conseil municipal depuis Saint-André déplore la prise de délibération, d'annulation de délibération avant toute négociation avec la CERC. Si cette négociation doit être favorable, nous permettons d'en douter. En retirant cette délibération à ce stade, nous nous mettons en situation de faiblesse. Ce dossier de l'assainissement est en défaut depuis l'origine du contrat. Aujourd'hui, aucune solution ne sera satisfaisante. De ce fait, aucun consensus n'a pu émerger au sein de l'équipe municipale, donc nous nous abstiendrons. Merci, et je vous demanderai en retour de bien vouloir préciser au Conseil que, en tout cas, nous avons essayé de prouver qu'on ne se met pas en faiblesse, puisqu'en l'occurrence, l'ensemble des autres recours reste en vigueur. Très bien, y a-t-il des votes pour, du coup? Si vous voulez lever la main, pour une fois, je le fais. Allez, voilà. Et là, je ne cite pas les noms, Madame Rice, c'est vu à la vidéo. Je vous remercie, la délibération est adoptée. L'ordre du jour appelle la composition du conseil d'administration de la régie intercommunale des pompes funèbres, puisque, vous le savez, nous avons désigné des membres... Qu'est-ce qu'il y a? Non? Il y a un problème? Ah, ben voilà. Nous avions déjà délibéré pour les représentants de la communauté de communes, mais en l'occurrence, les communes ont proposé des conseillers municipaux, et donc nous adjoindrions, pardon. Alors j'ai essayé d'être représentatif, et notamment pour les communes qui avaient des représentants de leur commune, mais nommés par la CCB, du coup de laisser la place pour les autres communes. Donc sont adjoints Monsieur Daniel Rey pour Servières, Monsieur Vincent Faubert pour Puy-Saint-Pierre, Madame Monique Olanier, Monsieur Jean-Pierre Masson, Monsieur Georges Pouchot Rouge et Blanc et Jean-Michel Delbano. Est-ce que ça appelle des questions? Ça n'en appelle pas, je vous la mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Il s'agit ensuite de désigner le représentant en commission départementale de la nature, des paysages et des sites. C'est une commission qui est appelée à statuer sur un certain nombre de projets d'aménagement, notamment d'ampleur. J'ai souvenir par exemple qu'on avait été amené à statuer, puisque j'y suis aussi du département, sur des projets relatifs à des implantations d'entreprises à l'entrée du département au niveau de l'autoroute, etc., etc. Et je vous propose donc, puisque c'est logique eu égard à cette délégation, d'y nommer Monsieur Vioujas. Je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Et je passe la parole pour la demande de remboursement partiel de la TEOM à Monsieur le vice-président chargé des finances, Olivier. Oui, effectivement, en 2004, un logement de fonction avait été concédé à titre gratuit à la directrice de la crèche des Petites Boucles par nécessité absolue de service dans le cadre de ses fonctions. En 2019 et le 1er octobre, celle-ci a quitté ce logement de fonction et elle demande aujourd'hui à pouvoir bénéficier de l'exonération d'un trimestre de cette taxe, puisqu'effectivement elle est partie le 1er octobre et qu'elle a payé l'intégralité de l'année. Donc il faudrait, si vous en êtes d'accord, lui retrocéder la somme de 61,25 € au titre de ce remboursement. Je pense que les enjeux financiers feront un peu moins de débat que les délibérations précédentes. Y a-t-il des questions? Non, je la mets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Et je repasse la parole pour rapporter la délibération sur les commissaires titulaires et suppléants à la CCID à monsieur le vice-président chargé des finances. Oui, donc effectivement, commission intercommunale des impôts directs, qui a pour objectif effectivement de statuer sur les valeurs locatives des établissements industriels, notamment, et comme pour les communes, on fait effectivement proposition d'un certain nombre de représentants titulaires et suppléants, et ensuite le choix est fait directement par les services des finances publiques, qui va désigner en fonction de ce qu'on lui propose un certain nombre de représentants. Je vous passe bien évidemment les conditions qui permettent d'être titulaire de ces missions, ainsi que qui ne peut pas y être. Je crois que vous avez tous lu le texte qui vous est présenté. C'est comme pour les communes. Un certain nombre de titulaires ont été proposés. Vous avez la liste qui vous a été transmise. Je me permets juste de préciser que l'ensemble des groupes avaient été consultés et ça s'était fait bien sûr, oui. au conseil précédent. Voilà.
Et puis effectivement, toutes les communes ont été consultées pour y participer ou non. Donc un certain nombre de titulaires ont été proposés, des suppléants en nombre moins important. Mais je pense que le directeur des finances publiques choisira dans les titulaires pour les mettre en suppléant probablement. Merci. S'il y a des questions, Monsieur Faubert. Juste une petite précision d'ordre technique. Je constate qu'il n'y a que 9 suppléants. Or, ils font désigner 10 à transmettre au directeur départemental des finances publiques. Donc, peut-être piocher dans les titulaires un 10e suppléant. Je ne sais pas comment ça s'est fait après. Mais voilà, c'était juste pour faire remarquer ça. C'est le DGFIP de toute façon c'est le DDFIP pardon qui voilà donc ça ce sera. Oui, en gros c'est ce que j'ai dit, voilà, c'est-à-dire qu'il choisira dans les titulaires. Ça pénalisera pas le format de la délib. Ok, je la mets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Et je passe la parole à Monsieur le vice-président chargé des ressources humaines et des affaires générales, Aymeric, s'il te plaît. Merci Monsieur le Président. Oui, donc il est nécessaire de modifier le tableau des effectifs pour un certain nombre de points que je vais vous énumérer. Des accroissements de besoins et des situations qui nécessitent donc la création d'emplois et la modification du tableau des effectifs. Donc au titre des emplois permanents et concernant le conservatoire, il vous est proposé la création d'un emploi permanent à temps complet à raison de 20 heures hebdomadaires sur le grade d'assistant territorial d'enseignement artistique principal de première classe. C'est un poste de catégorie B de la filière culturelle. Il exercera les fonctions de professeur de piano. En parallèle, il sera donc procédé à la suppression de l'emploi permanent à temps non complet qui existait sur le grade d'assistant territorial d'enseignement artistique principal de première classe. Dans un second temps, il vous est proposé également la création d'un emploi permanent à temps complet à raison de 20 heures hebdomadaires sur le grade d'assistant territorial d'enseignement artistique, poste de catégorie B de la filière culturelle, afin d'exercer les fonctions de professeur de danse. Il sera également effectuer la suppression de l'emploi permanent à temps non complet sur le grade d'assistant territorial d'enseignement artistique. Ensuite, décider de la création d'un emploi permanent à temps complet à raison de 20 heures hebdomadaires du cadre d'emploi des assistants territoriaux d'enseignement artistique, également de catégorie B de la filière culturelle, qui exercera les fonctions de professeur de formation musicale. Il sera également procédé à la suppression de l'emploi permanent à temps complet, grade d'assistant territorial. Pour chacun de ces points, il est à chaque fois proposé bien sûr d'inscrire les crédits correspondant au budget et donc de modifier le tableau d'effectifs en conséquence. Concernant l'espace France Service, la création d'un emploi permanent à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires sur le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe. Territorial, là il s'agit d'une catégorie C de filière administrative afin d'exercer les fonctions d'agent polyvalent primo-accueil. Il faudra également inscrire les crédits au budget et modifier le tableau des effectifs. Enfin, pour ce qui concerne la crèche des Petites Boucles, la création d'un emploi permanent à temps complet, 35 heures hebdomadaires sur le grade d'auxiliaire de puériculture principale de 2e classe, territoriale de catégorie C, concernant la filière médico-sociale afin d'exercer les fonctions d'auxiliaire de puériculture au sein de la crèche des Petites Boucles. Concernant les 2 crèches communautaires, il vous est proposé la création d'un emploi permanent à temps non complet sur le grade de médecin territorial de première classe de catégorie A de la filière médico-sociale afin d'exercer les fonctions de médecin de crèche au sein des 2 crèches communautaires. Je vous remercie. Est-ce que ça appelle des questions? Oui, Madame Zosa. Oui, je pense qu'il y a une urgence de la situation par rapport à l'ouverture des classes du conservatoire. Est-ce qu'à un moment donné, on pourra avoir une vision d'ensemble pour rajouter 2 heures par-ci, 2 heures par-là? Je vais demander à Madame la vice-présidente chargée de la culture de vous répondre si elle en est d'accord. Alors simplement, on essaye de repenser concrètement justement l'enseignement. Et ces postes-là sont simplement en piano par rapport à une demande d'élèves, où il y a beaucoup d'élèves qui demandent le piano, donc on a forcément une force de proposition pour assurer plus d'heures de cours.
Après, le deuxième poste, c'est simplement parce qu'il y avait la directrice qui assurait 2 heures de danse et que ça paraît maintenant un peu compliqué par rapport à sa charge de travail. Le troisième poste, c'est par rapport à l'emploi d'une personne avec qui justement on a négocié avec une autre ville du département pour mutualiser, son emploi dans un premier temps à plein temps et dans un deuxième temps à mi-temps. Voilà. Donc vous savez, je suis 100% d'accord sur la culture et sur ce qu'on fait là-dessus. Je demande simplement si à un moment donné, on peut avoir une vision d'ensemble de ce que ça coûte globalement à la commune et des décisions un peu stratégiques sur le... De toute façon, toutes ces questions-là, vous les aurez naturellement au moment du vote des décisions budgétaires et de documents budgétaires, naturellement, bien entendu. Voilà. Moi, je souhaite effectivement que systématiquement, toute décision qui entraîne effectivement des modifications de rémunération ou de charges, il soit précisé si elles sont prévues dans le cadre des lignes budgétaires ou non, et sinon qu'on précise qu'il va falloir effectivement envisager des modifications budgétaires. Parce que je ne veux pas être celui qui ne fait qu'enregistrer comme une boîte aux lettres des décisions financières. Fort bien. On n'est pas en dépassement de budget puisque c'est des remplacements. Voilà. Nous y souscrivons, et en plus de ça, je sais que tu seras le garant justement pour présenter et répondre toi-même à ces questions-là. Donc il n'y a pas de sujet, c'est le fonctionnement normal des institutions. Non mais sur l'ensemble des autres sujets, naturellement. Très bien, je la mets aux voix. Monsieur Finn, pardon, je la mets pas aux voix. Non, simplement, j'avais cette question-là à destination de Monsieur Fons qui m'a répondu. Voilà, merci. Très bien. Je la mets donc aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Je redonne la parole à Monsieur le maire de la Salle des Alpes pour l'indemnité de fonction itinérante pour les agents du SIPS. Merci, Monsieur le Président. Oui, donc les agents effectuant les déplacements à l'intérieur du territoire de la résidence administrative avec leurs propres moyens, ces déplacements peuvent donner lieu à versement d'une indemnité s'il est établi que ces agents exercent des fonctions essentiellement itinérantes. Nous pouvons donc les indemniser, lorsque ces fonctions, je vous l'ai dit, sont essentiellement itinérantes à l'intérieur d'une commune dotée ou non d'un réseau de transport en commun régulier. Le montant maximal de l'indemnité est fixé par arrêté. Elle est de 210 € bruts par an à ce jour. Et vous êtes donc amené à délibérer sur ce point. Je vous remercie. Ça appelle des questions? Il n'y en a pas, je la mets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Délibération suivante sur les conditions de mise en place du droit à la formation. Écoutez, c'est un sujet la délibération est très simple. Elle met tout simplement en place un taux qui en l'occurrence crée les enveloppes qui peuvent vous être allouées pour votre formation, et on l'a mis au plus haut tout simplement pour que vous soyez en mesure, si vous le souhaitez, d'accéder à votre droit individuel à la formation. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas si ça appelle des questions. Il n'y en a pas. Je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Je passe à la délibération suivante, en l'occurrence au titre du SCOT et un avis au titre des personnes publiques associées sur le PLU de Servières, avec la volonté de la commune de porter un projet de revitalisation, de réhabilitation de l'ensemble de cette belle et immense commune, Jean-Franck. La plus grande ou l'une des plus grandes? Ah, Névache est plus grande. Bon, on va dire qu'on a en tout cas dans la Comcom les deux plus grandes des Hautes-Alpes. Voilà. Puis si c'est pas grave, si c'est pas totalement vrai, c'est pas grave, on leur a dit quand même. Quoi qu'il en soit, vous avez donc pu prendre connaissance de l'avis sur le plus, et donc il va de soi que nous y donnons un avis favorable, monsieur le maire de Servières. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions sur le PLU de Servières, mais vous pouvez directement vous adresser au maire de Servières qui va vous répondre, Madame Dardenne. Oui, merci. Nous avons eu des échanges avec Jean-Franck concernant cette délibération, donc il n'y a pas de souci, on va la voter. Bien au contraire, on est très satisfait des préconisations qui ont été faites et puis de ce travail, notamment par rapport à l'ère de valorisation agricole et patrimoniale, qui est quelque chose d'assez innovant et que toutes les communes ne font pas. Je voulais simplement qu'on puisse
évoquer éventuellement, ou en tout cas prendre en compte cette histoire de 700 voitures par jour dans la plaine du Bourget, parce que ça devient quelque chose de trop important dans cette vallée. Et donc, il nous semble important de réfléchir à ce qui peut être fait par rapport à cette fréquentation dont Jean-Franck est bien conscient. Monsieur le maire de Servières. C'est un vrai souci. Parle devant ton micro si tu veux bien, c'est juste que sinon on n'entend pas à la C'est télé. une véritable préoccupation que je comptais évoquer lors de la conférence des élus, des maires, qui est programmée, je crois, le 4, puisque la mobilité en fait partie. C'est vrai qu'aujourd'hui, la communauté de communes a beaucoup investi sur l'autre vallée prestigieuse du territoire, Névas, mais jamais sur la vallée des Fonds. Et je pense que je demanderais officiellement, avec l'appui de mon conseil municipal, qu'on étudie des possibilités d'aménagement, d'accès à cette plaine. Et de la même manière que j'ai évoqué le sujet de la vallée de la Clarée, je crois, en plus c'est un sujet sur lequel on a longuement échangé depuis maintenant 6 ans, et effectivement, je ne vois pas pourquoi on ne le prendrait pas en considération, c'est un sujet absolu, nous sommes bien d'accord. Je vais donc mettre la délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Et je passe la parole à monsieur le vice-président chargé du tourisme, Éric Pétieux, pour une délibération relative à la maison de la géologie. Avenant de prolongation à la convention d'occupation temporaire du domaine public pour la gestion du centre d'hébergement de la maison de la géologie et du géoparc. Il s'agit donc là d'une convention qui a été passée avec l'association Archipel Accueil International, qui est représentée par M. Fialon, pour la mise à disposition par la CCB du centre d'hébergement d'une capacité de 17 chambres, soit approximativement une capacité de 60 lits. Cette convention fixe les modalités de mise à disposition du centre et donne lieu au versement par AAI d'une redevance de 30 000 € par an à la CCB. Cette convention est entrée en vigueur le 2 novembre 2015 et arrive à son terme le 2 novembre 2020. Elle précise que 6 mois avant l'expiration du contrat, c'est-à-dire le 2 mai 2020, la CCB et le bénéficiaire s'arrêtent au vu d'un état des lieux établi contradictoirement. Les travaux de remise en état qu'il appartiendra au bénéficiaire d'exécuter à ses frais. Cette mesure n'a pas pu être mise en œuvre en raison de la crise sanitaire Covid. Alors, considérant que la convention peut être modifiée lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'une personne publique diligente ne pouvait pas prévoir, que la crise sanitaire du Covid-19 et la période de confinement du 17 mars 2020 au 11 mai 2020 constituent des circonstances que la personne publique ne pouvait pas prévoir, et qu'à ce jour-là, CCB souhaite permettre la continuité du tourisme scientifique et qu'à ce titre, il est nécessaire de prolonger par avenant la convention pour une durée de 1 an. Alors, le Conseil communautaire est appelé à, d'une part, approuver le projet d'avenant de prolongation à la convention d'occupation temporaire du domaine public, d'autoriser Monsieur le Président, son représentant, à signer l'avenant de prolongation, de dire que les dépenses et les recettes sont imputées au budget général 2020 de la CCB et de préciser que la procédure de renouvellement de l'AOT doit être engagée. Merci beaucoup. Est-ce que ça appelle des Oui, questions? Juste quelque chose, on pourrait quand même effectivement mettre en application la convention, c'est-à-dire faire l'état contradictoire d'état des lieux pour prévoir éventuellement les travaux qui seront nécessaires à réaliser. Non, mais peut-être le faire maintenant ou dès qu'on peut pour pouvoir anticiper les travaux. J'ai pas de sujet là-dessus. Voilà. Bon, après, oui, non, mais d'accord, très bien, dont acte. Ouais, après, il y a aussi un double enjeu. Monsieur, c'est les circonstances. Monsieur Vioujas, je sais ce qu'il va dire et ça m'amuse d'avance. Moi, je vais m'abstenir parce que quand on parle de géologie, c'est une grande partie sur Servières. Je suis tout seul, on les lose ailleurs, je reçois l'écart, je vais reprendre mon discours habituel, donc je vais m'abstenir pour manifester mon mécontentement sur la façon dont le tourisme scientifique au niveau de la géologie est géré par la communauté. Et on pourra au moins pas te reprocher de défendre les intérêts de ta commune. C'est tout à ton honneur. Je vais donc le mettre aux voix. Y a-t-il du coup des oppositions?
Des abstentions, une, Monsieur Vioujas, pas d'autres. Je vous remercie, elle est adoptée. Et je passe la parole à Jean-Marc Chiapponi pour une délibération relative à la redevance spéciale. Merci, Monsieur le Président. Il y a des délibérations qui sont plus faciles à présenter que d'autres, Monsieur le Premier vice-président, celles-là en font partie. Alors, c'est une délibération qui est présentée pour la convention cadre pour les modalités techniques et financières sur la redevance spéciale. La redevance spéciale est instaurée dans la communauté de communes du Briançonnais depuis 2011. Le nouveau règlement a été voté en octobre dernier. En parallèle de ce document général, il convient d'avoir une convention qui a pour objet de définir dans le cadre de la redevance spéciale, justement, les conditions financières liées à la prise en charge des ordures ménagères et assimilées des producteurs professionnels par la CCV et le cas échéant, les modalités spécifiques liées à la collecte sur le domaine privé. Cette convention a uniquement pour but d'entériner cela. Merci Monsieur Chiapponi. Y a-t-il des questions au sujet de cette délibération? Il n'y en a pas. Je la mets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie et je repasse la parole à Jean-Marc Chiapponi pour une délibération sur le renouvellement des clés des locaux à Carton. Une deuxième délibération encore plus simple. En juin 2020, il a été approuvé la mise en place d'un dispositif de porte sécurisée sur un local à Carton sur la commune de Briançon. Et cette convention a pour but de fixer un tarif de renouvellement en cas de perte de clés à 7 € pour les différents commerçants. Est-ce que quelqu'un conteste le tarif unitaire de 7 € TTC? TTC. Ah, vous voyez, il est définitivement en forme. Donc, sans le contester, il me revient à évoquer devant vous ce qui peut être les besoins de la vallée de la Carrée et de Montgenèvre s'agissant de la collecte des encombrants. Et ce que je crois, en regardant M. Chiapponi, cher ami, on discute actuellement pour une déchetterie ambulante, mais peut-être cette idée, qui est une idée, certes, d'avant-garde, coûte beaucoup d'argent, elle pourrait peut-être, si on y réfléchit tous ensemble autour de cette table, voir comment on peut faire un roulement entre communes, bénéficier de ce matériel, et faire en sorte qu'au lieu que ça traîne dans tous les sens, que ça se retrouve dans les talus, sans pour autant aller chercher une modification de la convention. C'est pas du tout ce que j'entends là. Mais d'une question dont il faut se préoccuper. Aujourd'hui, on le voit avec des objets plus petits, tels que ceux des masques, il y en a partout, dans tous les sens. Et par conséquent, dans une autre direction que celle que je viens de dire, les machines à laver, les choses comme ça, il vaut mieux qu'elles soient au bon endroit que plutôt sur les pistes de ski. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais vous soumettre. Non pas en réclamant quoi que ce soit, mais en se disant, est-ce qu'on ne peut pas ouvrir une discussion qui, notamment pour les stations, mais aussi pour les autres agglomérations, puisse correspondre à un oubli que l'on a fait tout autour de la table. Je crois qu'à un moment, il faut y penser, parce qu'on a effectivement discuté d'une délégation aux ordures ménagères et d'encombrants, mais ce qui est le reste, qui est le plus gros, le plus lourd, le plus encombrant et le plus sale, il y a qu'à demander à ceux qui sont des professionnels du ski autour de la table, peut mériter, avec une nouvelle majorité que vous présidez, je pense retrouver avec nos collègues l'appui légitime d'un environnement que l'on peut essayer de préciser sans que pour autant ça coûte plus à la collectivité. Voilà, Monsieur le Président, merci. Merci, Monsieur le Vice-président. Alors, je vous réponds oui, on va l'ouvrir. On va même l'ouvrir tout de suite, puisque Jean-Marc Chiapponi va vous répondre. Et il reste juste à savoir s'il va finir par se lever, lui aussi, emporté par l'élan du sujet du ramassage des ordures ménagères. Le suspense est à son comble. Monsieur Chiapponi, vous avez la parole. Je vais en rester là. Monsieur le Premier vice-président, ce matériel existe. Et je suis en train de regarder justement pour pouvoir le mettre en place sur l'ensemble de la communauté de communes du Briançonnais. Voilà. C'était quelque chose, un projet qui avait été étudié à une certaine époque, et ça fait un grand plaisir que je reprends le flambeau là-dessus. Bon, mais je crois qu'au moins c'est clair. Donc voilà, comme ça au moins l'information pour l'ensemble des communes est passée. Je vais donc mettre cette délibération aux voix, non pas sur le dispositif, mais en tout cas sur le tarif. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Et nous terminons avec une délibération qui sera rapportée par Catherine Valdener sur les tarifs 2020-2021 et une modification de suite. Merci Catherine.
Oui, une modification des tarifs pour l'atelier des beaux-arts et le conservatoire. Bien évidemment, vous en doutez, suite à la crise sanitaire du corona, les élèves n'ont quasiment pas eu de cours le dernier trimestre. Donc on propose aux élèves qui étaient inscrits l'année dernière de pouvoir se réinscrire avec une réduction de 30%. Ce qui est, je crois, assez juste parce qu'il y a eu... bien sûr, des tentatives d'enseignement en visio, etc. Mais c'était quand même compliqué, notamment pour les plus jeunes. Et je crois que c'est une proposition qui est tout à fait juste. Je dirais pour les nouveaux élus qui veulent avoir un peu une idée de ce que représente le conservatoire, c'est quand même 600 élèves. Les Beaux-Arts, c'est 200 élèves. C'est non seulement un enseignement des disciplines artistiques d'excellent niveau, et je dirais même d'excellence, puisqu'ils préparent à des écoles professionnelles, aussi bien les uns que les autres, aussi bien les musiciens que les peintres. Voilà. Et aussi un autre enseignement pour se rendre compte que ça représente 30%. L'inscription aux Beaux-Arts, la moyenne, c'est à peu près 130 € par enfant. Ou par enfant, et pour le conservatoire, c'est autour de 200 €. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que ça appelle des questions? Il n'y en a pas. Je la mets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie et je clôture la séance du... Ah, pardon, Madame Dardenne. Ah, vous m'avez manqué, Madame Dardenne. La petite question de la fin, comme au conseil municipal. Vous avez la parole. Effectivement... vous pensez bien, puisque je profite de la présence de l'ensemble des élus communautaires, mais des maires de toutes les communes, donc de la communauté de communes, et des présidents des offices du tourisme, puisqu'il y a 3 offices du tourisme encore sur la communauté de communes, pour vous reparler, puisque c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, du train de nuit, qui va, pendant les travaux qui vont avoir lieu en 2021, ce train de nuit va être supprimé. Et donc, une étude a été réalisée par des associations, dont Mobilité Alpine. Je vous en avais parlé lors du conseil municipal, dernier conseil municipal. Et donc, je souhaiterais, non pas présenter une motion comme on l'a déjà fait, mais demander donc à l'ensemble des maires, demander à l'ensemble des présidents des offices du tourisme d'écrire au ministre des Transports, au ministre de l'Environnement, éventuellement copie à M. Giraud, puisque c'est notre ministre le plus proche, pour trouver une solution pour maintenir ce train de nuit. Des solutions sont possibles, notamment par Pertuis, donc un petit peu plus au sud que Gap, mais sans perdre de temps spécialement, mais maintenir ce train de nuit qui est fondamental pour notre économie, fondamental pour le développement économique et touristique de notre région, de notre communauté de communes, bien évidemment de notre département. Je vous réponds tout de suite. Oui, vous avez fait un courrier, je le sais, mais bien sûr, puisque je l'ai reçu. Mais là, c'est plus en tant que communauté de communes. J'ai bien compris. Et donc, non, mais juste deux éléments là-dessus. À l'ensemble des maires de la communauté deux éléments là-dessus. Je vous encourage à lire l'interview que le secrétaire d'État chargé de la ruralité a donnée aux Parisiens ce matin, dans lequel il dit « Mes 2 priorités sont les questions de collectivité territoriale et d'aménagement et de mobilité. » Donc, je pense qu'il faut qu'on s'adresse à lui. Maintenant, juste une réflexion personnelle, faisez attention. C'est-à-dire que, en l'occurrence, on s'est battu pendant longtemps pour que la ligne elle soit rénovée. Elle devait être totalement abandonnée par l'État, elle ne l'est pas. Les collectivités payent encore plus que l'État. Bon, alors c'est sûr, il y a des travaux. S'il y a des solutions, je suis prêt à les entendre, je suis prêt à m'exprimer. Mais en tout cas, je crois maintenant qu'il y a un ministre qui est en charge très précisément, non pas des transports, mais en tout cas des sujets qui concernent nos territoires. Je pense que s'il a des solutions à apporter, il faut lui faire confiance. Et sur ces questions-là,
c'est, je crois, un expert en la matière et probablement le premier défenseur, en tout cas, des questions de mobilité. Donc là-dessus, voilà. Mais en tout cas, après, si vous voulez déposer une motion, libre à vous. Je vous propose qu'on ait ce débat plus tard, si vous en êtes d'accord, et qu'on s'en tienne là pour aujourd'hui. Mesdames et messieurs les conseillers communautaires, mesdames et messieurs les vice-présidents, la séance est close. Et je vous remercie pour les qualités des débats. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée.